Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreux à la Maison des Ponts pour cette 17e matinale des Ponts consacrée aujourd'hui à la réindustrialisation à l'ère de la transition énergétique. Le débat va durer 1h30, donc je remercie tous ceux qui sont dans la salle. Nous sommes une trentaine aujourd'hui dans la salle et plus de 200 à distance. Alors, à distance, je vous demanderai de poser vos questions au fur et à mesure dans l'onglet « Conversation ». Vos questions seront réinjectées directement dans les débats. Et aux participants dans la salle, je demanderai tout simplement de demander la parole pour prendre des questions. Donc, des questions au fil de l'eau et des questions à la fin. Nous réservons un temps de 10 minutes environ pour les questions. Merci de penser à mettre votre téléphone en silencieux, bien sûr. Et pour démarrer cette heure 30 de débat, nous commençons par une introduction du directeur de l'École des Ponts, Anthony Briand. Merci Marie-Christine. Bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont à distance. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'ouvrir cette 17e matinale des Ponts sur un sujet éminemment d'actualité, la réindustrialisation à l'ère de la transition énergétique. On y reviendra. Ce sont les premières pour moi, donc je suis doublement heureux. C'est un moment privilégié, les matinales des Ponts, puisque ça nous permet de faire dialoguer à la fois la recherche de l'École des Ponts, la formation de l'École des Ponts, et puis un ensemble de professionnels sur les thématiques que l'on aborde matinale après matinale. Et c'est toujours un moment important que ces moments de rencontre, ces moments de débat, ces moments de partage, ces moments de questionnement. Et puis un grand merci encore une fois à tous les gens qui ont fait ont eu la possibilité de venir physiquement ce matin, soit qui ont fait l'effort de se connecter matinalement pour écouter ce sujet. Ce sujet, je vous disais, il est éminemment d'actualité, la réindustrialisation à l'ère de la transition énergétique. Si je veux être très honnête avec vous, je le trouve très complexe. Parce qu'il y a derrière ce sujet de la réindustrialisation beaucoup de fils à tirer. Qu'est-ce qu'on entend par réindustrialisation ? De quoi parle-t-on ? On parle à la fois de l'évolution du secteur industriel et du secteur, entre autres, du secteur manufacturier français. Ça pose des questions sur une éventuelle relocalisation, nouvelle localisation. En tout cas, il y a une interrogation qui est claire et qui a été, je pense, qui est revenue, qui a réémergé dans l'esprit collectif à l'occasion de la crise Covid, et puis là, avec malheureusement le temps géopolitique compliqué avec la guerre en Ukraine qu'on vit, c'est qu'on sent bien que depuis maintenant 20 ans, on vit dans des systèmes de production qui sont très internationalisés, et que c'est pas sans poser de questions, à la fois à l'heure de la transition énergétique et des enjeux de sobriété en termes de consommation matière et de consommation énergétique, et puis aussi très dépendant des évolutions géopolitiques. Donc cette première question, elle est, je disais, compliquée, parce que réindustrialisation, de quelle industrie va-t-on parler ? Il est peu probable qu'on parle de l'industrie des années 60 ou des années 70, c'est autre chose qui se joue, et dans le coup, à travers cette question, c'est tout le récit de la transition écologique qui s'interroge. Et donc, quel avenir industriel peut-on imaginer pour le pays ? Bien entendu, la transition écologique, la transition énergétique, elle est à la fois une vraie aspiration, en tout cas une vraie opportunité pour faire de notre pays aussi un nouveau leader, si je reprends les termes du gouvernement, sur un certain nombre de secteurs industriels clés qui seront au cœur de cette transition. Elle est aussi un enjeu pour les industries qui sont encore en France et qui sont, pour certaines d'entre elles, fortement consommatrices de consommation énergétique. Et donc, cela pose la question de comment on met en synergie, on adapte, on met en synergie les enjeux de moindre consommation énergétique et de maintien d'industrie, notamment d'industrie lourde, dans nos territoires. Territoire, c'est peut-être l'autre axe auquel on peut réfléchir quand on pense réindustrialisation, parce que qui dit industrie, qui dit réindustrialisation, dit aménagement du territoire. Et là aussi, c'est une question complexe, parce que ça intrigue
les enjeux des acteurs économiques qui font l'industrie et puis de l'ensemble des sphères de politique publique, qu'elles soient au niveau local ou au niveau national. Alors tous ces enjeux, je suis sûr que nos intervenants, et je les remercie, je les présenterai dans un instant, vont nous les aborder très directement. Moi, ce que je voulais souligner, c'est que ces sujets-là, ils sont aussi au cœur de la recherche et de la formation à l'École des Ponts. D'abord, la formation, parce qu'on a un département génie industriel à l'École des Ponts. L'École des Ponts, c'est aussi s'intéresser de manière très très précise à la question industrielle, avec des chaires qui sont adossées aussi à ce département, notamment une chaire sur le supply chain. Fabrice Bonneux, qui est le président du département, a à cœur d'animer cette chaire et de faire croître cet enjeu de la réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'industrie 4.0 au sein de l'école, avec notamment en troisième année un cycle de spécialisation sur l'utilisation intensive des data science dans l'industrie, parce que c'est ça, l'industrie 4.0, c'est le croisement de la transition énergétique, mais aussi de la transition digitale, numérique, sur les enjeux de l'industrie. Et puis un ensemble de masters. Alors, comme j'arrive, je les connais pas tous par cœur, donc je prends mes petites notes. Il y a le master transition énergétique et territoire, et je salue Thierry Hommel, qui est un des intervenants, qui permet aussi là d'adresser en lien avec les industriels. Je les citerai pas tous parce que si j'en oublie, on m'en vouloir. Mais l'enjeu de la question de comment on lie le développement de nouvelles infrastructures énergétiques et la question des besoins des secteurs industriels. C'est un master, mais Thierry le dira mieux que moi, qui a très rapidement et très magnifiquement trouvé son public, et je pense qu'on comprend bien pourquoi. Et puis au-delà des masters, on a les masters spécialisés, notamment celui sur le management des projets énergétiques, et je salue Louis-François Duret, que j'ai vu dans la salle. Pareil, un enjeu fort. Là aussi, on est à la croisée des deux, à la fois développer des infrastructures énergétiques au service de l'industrie dans sa globalité et la filière énergétique comme filière industrielle en tant que telle. Donc ce sera des sujets qui reviendront. Voilà. Après, il y a des approches plus sectorielles à l'École des Ponts, qui sont notre cœur de métier, et qui sont autant de pans industriels sur lesquels on peut penser ces enjeux d'évolution de l'industrialisation, réindustrialisation à l'ère de la transition écologique. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais juste... hop, et voilà, donc j'ai plus de papier, c'est pas grave. Présenter, mais en deux mots, remercier d'abord nos intervenants, donc Gilles Krag, qui est directeur de recherche au CIRED à l'École des Ponts, et qui nous parlera, j'en suis sûr Gilles, mais je veux pas, de ces enjeux de politique publique locale, nationale, d'aménagement du territoire et de réindustrialisation. Thierry Hommel, je l'ai cité, le responsable du master TET, Transition énergétique et territoire, un master qui fonctionne bien, mais il nous en dira plus sur l'appétence des étudiants et les enjeux de formation à travers ce master. Éric Parent, je n'ai pas assez cité, qui est le directeur général adjoint d'Efficacity, plus particulièrement responsable du pôle innovation urbaine. Effectivement, la ville durable est aussi un enjeu industriel, et un enjeu de repenser le fait urbain et la question industrielle. Et puis enfin, Emmanuel Denneville, qui est Program Manager Climate Action, c'est comme ça qu'on dit, chez ArcelorMittal. Et là, je pense que vous aurez des choses à nous dire sur ces enjeux de sobriété énergétique et industrielle. Vous l'avez été au cœur de l'actualité il y a quelques jours encore. Un grand merci à vous quatre, un grand merci à l'ensemble des participants en présentiel et en distanciel. Et je redonne le micro à Stéphane Lemontoui, qui va animer cette matinale, et je leur remercie chaleureusement. À vous. Merci. Alors le micro, celui-ci va aller aux intervenants. Merci, monsieur le directeur. Et on va plonger dans cette matinale qui est vraiment au cœur de l'actualité, puisque vous le savez, pour vous rappeler le contexte, cet été, on a eu l'information, les États-Unis ont investi massivement pour lutter notamment contre le changement climatique. Ils ont mis en place un plan d'investissement massif, et hier soir, le président Macron recevait les industriels européens pour éviter de les voir tentés par des délocalisations éventuelles. Donc la question de l'industrie est au cœur de notre réflexion actuelle, et on va pouvoir débuter sur ce sujet, juste après la présentation, l'auto-présentation de nos intervenants. On commence avec vous, Gilles Krag. Vous êtes directeur de recherche au CIRED, responsable de la chaire Ville, Industrie et Transition écologique à l'École des Ponts. Je vous laisse vous présenter. Oui, merci. Bonjour à tous. Ça marche ? Oui, ça marche.
Donc oui, effectivement, je suis chercheur dans un laboratoire qui s'appelle le CIRED. CIRED, ça veut dire Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. C'est un laboratoire qui fête ses 50 ans. Oui, 50 ans. C'est une institution, donc. Cette année. Alors, le CIRED, pour quelques mots sur le CIRED. Le CIRED tire son activité depuis toutes ces décennies d'une idée un peu fondatrice qui a été émise par son fondateur, qui s'appelle Ignasi Sachs, qui est en gros la notion d'éco-développement. L'éco-développement, c'était avant le développement durable, c'était avant la transition écologique. Éco-développement, ça veut dire quoi? Il faut le resituer dans son contexte. Fin des années 70, rapport du Club de Rome. Et en fait, il y a un certain nombre d'économistes intéressés par les questions de développement qui se sont dit peut-être le Club de Rome exagère peut-être un petit peu, et on doit pouvoir concevoir, mettre en œuvre, réaliser, inventer des trajectoires de développement qui rendent compatible en fait le développement socio-économique avec le respect de l'environnement. Donc c'est vraiment ça le cœur du CIRED. Et donc le CIRED s'intéresse donc au couplage entre environnement et développement. Aujourd'hui, c'est un laboratoire qui traite de ces questions-là à plusieurs échelles. L'échelle de la planète globale, l'échelle des nations, l'échelle locale. Il traite ça à partir d'objets particuliers, l'énergie, l'agriculture, la biodiversité, l'environnement bâti, les infrastructures. Donc moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Je m'intéresse plus particulièrement, en fait, plutôt à l'échelle locale. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à comment ça rebondit à l'extérieur du champ des villes et territoires. Les villes et les territoires ne sont pas des containers, hein, ce sont des fenêtres sur le monde. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, j'ai un prisme un peu particulier puisque je m'intéresse à la façon dont trois objets interagissent, la ville, l'industrie et la transition écologique. Donc ça a peut-être un peu à voir avec les débats du moment. Alors, tout ça pour dire que l'articulation entre ces trois objets-là ne va pas de soi du tout. La première chose, c'est que, en fait, il y a des interactions entre les trois. C'est-à-dire que la ville apparaît au cœur de la transition écologique, mais il y a des fortes inerties. Ensuite, on ne fera pas la transition écologique sans industrie. Ça, on va dire, c'est un axiome, ou en tout cas c'est une hypothèse, en tout cas c'est quelque chose que je réfléchis en fait avec les gens qui travaillent avec moi. Et la dernière chose, c'est que on ne fera pas la ville aujourd'hui sans réfléchir à donner une place à l'économie productive ou aux activités industrielles. Voilà. Et donc vous voyez que tout ça ne va pas de soi, est problématique et demande, en fait, nécessite, de mon point de vue, une activité de recherche. Voilà. Alors simplement pour dire deux grands types de recherches qu'on fait autour de l'articulation entre ces trois objets. Il y a d'abord une recherche sur la question des indicateurs. Ça me paraît très important parce que aujourd'hui, toutes ces questions-là nécessitent de revoir un peu l'ensemble des lunettes avec lesquelles on regarde ces objets. Simplement deux exemples. Premier exemple, c'est que s'il s'agit de coupler industrie et transition écologique, eh ben, il faut aussi coupler des données socio-économiques, en gros l'INSEE, avec des données de flux de matière. Et ça suppose des nouvelles visualisations, une construction d'indicateurs un peu inédite, nouvelle. Deuxième exemple, on a beaucoup de travaux, il y a un programme de recherche du PUCA sur la ville productive. Dès qu'on dit ville productive, on se dit économie productive. Et là, assez rapidement, on se dit mais c'est quoi aujourd'hui l'économie productive? Et ça n'a absolument rien d'évident. Donc une recherche sur les indicateurs et puis un autre ensemble de travaux alors qui est plus, alors bien sûr je fais des sciences sociales moi, hein. Donc les indicateurs, travailler sur les indicateurs, c'est aussi un objet traditionnellement travaillé par les sciences sociales. Et l'autre type de travaux est plus traditionnel, c'est-à-dire ce sont des recherches-actions que je mène en collaboration étroite avec généralement des territoires, donc des décideurs publics. Et donc j'ai en ce moment trois territoires laboratoires avec lesquels je mène des travaux de façon pluriannuelle. Un premier territoire dans le Grand Paris, le territoire de Grand Orly-Seine-Bièvre.
un territoire, une ville moyenne qui s'appelle Vire-Normandie, à 60 km au sud de Caen. Alors c'est une ville intéressante parce qu'en fait c'est une ville où l'emploi industriel est le même aujourd'hui qu'en 1975. Donc c'est une sorte de curiosité. Et donc ça vaut le coup d'aller regarder comment se fait-il qu'il puisse y avoir une part de l'emploi qui est restée la même entre ces deux périodes. Et le troisième territoire, donc là c'est ni une grande ville ni une ville moyenne, c'est un territoire plutôt rural, c'est la vallée de la Drôme. Voilà, et donc chaque fois dans ces territoires laboratoires, l'idée c'est de faire des enquêtes de terrain, donc des monographies, et surtout d'essayer de comprendre ce qui s'y passe, et donc de faire des retours d'expérience, hein, pour alimenter ensuite la réflexion un petit peu plus large. Voilà. Et tout ça, peut-être j'ai été un peu long, je le loge, toute cette activité de recherche, on essaie d'en faire de la médiation scientifique dans le cadre de la chaire VIT, Ville, Industrie, Transition écologique, donc, que j'ai co-créé avec Nadine Levrato, qui est directrice de recherche au CNRS, au sein du laboratoire Economics. Voilà. Merci. On commence à plonger justement dans les enjeux qui se dessinent au travers du thème que l'on va aborder. On poursuit avec Monsieur Thierry Haumel, responsable Master Transition énergétique et territoire de l'école des Ponts ParisTech. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos propos. Pour la petite histoire, donc moi je suis Thierry Haumel, je suis économiste. J'ai passé un peu de temps au CIRED également, il y a quelques années, donc le laboratoire est ancien, un peu comme moi. On va parler du master Transition énergétique et territoire, qui est un master de l'école des Ponts qui a 4 ans maintenant. On en a dit beaucoup de bien dans l'introduction, je vais essayer de poursuivre. Voilà, c'est un master qui s'adresse essentiellement à des ingénieurs, on dira, mais pas uniquement. C'est donc sa première spécificité. Il s'adresse aussi à des économistes, des gens qui pourraient venir du CIRED et qui ont envie de faire un effort pour mieux comprendre techniquement ce qui se passe aussi derrière le calcul économique. On peut aussi s'adresser à des gens qui vont être des urbanistes, des gens qui vont être des architectes. Vous voyez en fait l'ensemble des métiers qui va tourner autour de la conception, la définition, la précision de systèmes énergétiques à différentes échelles, autour d'échelles qui sont des échelles territoriales. Alors le master est jeune, on en est à la 4e promotion. On a formé la première année 10 personnes, puis l'année d'après une vingtaine, puis l'année d'après encore une vingtaine. Et on trouve que la taille idéale pour ce type d'activité, c'est effectivement une vingtaine, 20-25 élèves. Parce que ça leur permet d'avoir un contact avec ce qui est le cœur et la richesse du master, c'est-à-dire ses enseignants. Les enseignants du master sont majoritairement des professionnels, et ça vient de la façon dont ce master a été conçu. C'est-à-dire que l'éducation aujourd'hui doit répondre à des besoins, on est en plein changement, on est en pleine mutation, et évidemment il fallait dans le domaine de l'énergie prendre le pouls de ce qui étaient les besoins à venir, il y a 5 ans à peu près, les besoins à venir dans ces industries. Donc de quoi va-t-on avoir besoin dans le conseil? De quoi va-t-on avoir besoin quand on est un énergéticien? Quels seront les besoins des collectivités locales? Et c'est tout ça qui a présidé au montage de la formation. Alors je ne vais pas vous donner l'offre de cours en détail parce que sinon on va se perdre. Sachez qu'évidemment vous pouvez retrouver tout ça sur la page de l'école des Ponts. Sachez aussi qu'on embauche à n'importe quel âge, hein, donc si vous voulez faire un master, il n'y a pas de problème. Vous serez sélectionné éventuellement sur dossier, puis après vous aurez un entretien avec moi, et on n'est pas facile. Ce master, il fait aujourd'hui partie d'une offre un petit peu plus globale, on va dire que uniquement celle de la transition énergétique, puisque les Ponts, c'est l'école de la transition, donc on a effectivement notre master à nous, mais je tiens à rappeler, ça a déjà été mentionné, que Louis-François est là, et qu'autour de la formation initiale, puisque nous sommes une formation initiale, il y a de la formation ou de la reformation, qui est un objectif important, et je pense qu'on en parlera. Et puis on a aussi des masters sur des problématiques plus de mobilité et de développement durable, dont le responsable est également dans la salle, donc si vous voulez qu'on discute plus largement de notre offre, c'est important. On a effectivement une palette qui embrasse non seulement la transition énergétique, mais plus largement la transition écologique. Pour revenir au nôtre, on a 2 blocs de cours. On a des cours qui vont revenir plutôt à appréhender le contexte de la transition à différentes échelles. Ce contexte, il est à la fois géopolitique, ça a été mentionné dans l'introduction, donc avec des changements. On ne sait pas
dans quel monde on vivra demain, et ça contraint un petit peu la manière de penser la conception de nos systèmes énergétiques. C'est pas des infrastructures qu'on construit en 2 jours, et puis c'est des infrastructures qui sont résilientes sur 30 à 40 ans pour certaines d'entre elles. Donc les décisions sont compliquées à prendre, et on a évidemment tout un tas de cours qui vont s'adresser aux questions de marché, comment fonctionne le marché de l'énergie, hein, c'est quand même très important, et la géopolitique de l'énergie. On a à côté de ces cours qui sont, on va dire, globaux et qui partent d'une problématique et d'une échelle globale, des choses qui sont plus territorialisées, qui sont plus localisées, autour de ce qu'on va appeler énergie et territoire, parce que à l'échelle territoriale de la ville ou de la collectivité locale, les projets se négocient désormais. Il ne s'agit plus pour un aménageur d'avoir une feuille de route et puis de faire ce qui est sur la feuille de route. La feuille de route se co-construit avec les riverains, avec les collectivités locales, et il y a un changement là-dessus. Donc on forme nos élèves aussi sur ces questions-là. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un système qui fonctionne, il faut aussi avoir un système qui est efficace au sens où il est accepté et acceptable. Ces questions d'acceptabilité sont au cœur donc, du 2e bloc de formation. Il y en a d'autres, hein, évidemment, tout ce qui va toucher à la maîtrise de la demande de l'énergie et tout un tas d'autres domaines. Et puis ensuite, on spécialise nos élèves. Donc on les spécialise. Alors l'école des ponts, c'est pas l'école de l'agriculture, encore qu'aujourd'hui, effectivement, les activités sont extrêmement complémentaires. Donc les domaines spécifiques et les spécialités de l'école des ponts touchent plutôt à la mobilité. Donc on va adresser les problématiques de mobilité, choses qui sont bien mutualisées d'ailleurs avec les autres masters. C'est pour ça que je rappelais que notre offre est relativement globale. On a évidemment un intérêt assez sensible pour les problématiques de bâtiment et de construit, non seulement parce que effectivement la consommation énergétique dans ce domaine-là est importante, mais aussi parce que c'est un domaine d'application de l'école des ponts. Et donc on a un 2e bloc de formation sur les problématiques effectivement de bâtiments, et le 3e plutôt sur l'optimisation technico-économique à l'heure où les réseaux changent du fait d'usage de nouvelles formes d'énergie, de stockage, du fait que les réseaux ne sont plus uniquement des réseaux de distribution, mais que l'alimentation ne se fait plus comme elle se faisait avant. Il y a beaucoup de changements, et donc on forme aussi des ingénieurs dans ce domaine-là, avec donc plusieurs débouchés, métiers possibles, hein. Alors on peut retourner au CIRED et faire de la recherche. On peut rejoindre Efficacity également pour faire de la recherche et de la recherche appliquée. Mais donc tout ça va être lié à la définition, la conception de systèmes énergétiques à différentes échelles. On peut aussi travailler sur son stockage, sa distribution. Et puis on peut être dans l'optimisation aussi de systèmes énergétiques. Voilà très, très, très brièvement ce qu'on peut faire avec le master. Et alors, je tiens à préciser donc, pour les gens que je cherche à recruter qu'en sortie de diplôme, vous avez a priori un emploi. Donc, c'est une bonne chose. Nos élèves sortent déjà employés, ce qui n'est pas facile pour les évaluer parce qu'ils sont déjà projetés dans leur carrière professionnelle avant même de l'avoir commencé. Merci, très brièvement, mais très précisément également. Alors, à côté, on a le représentant de Efficacity. Efficacity, vous le savez sans doute, c'est l'Institut de recherche et développement pour la transition énergétique et écologique de la ville. Éric Parent, vous êtes son directeur général adjoint, responsable du pôle innovation urbaine. Je vous laisse nous présenter votre activité. Merci. Donc, Efficacity, c'est un institut pour la transition énergétique. Ça fait partie d'une famille un peu particulière qui s'appelle les ITE, les Instituts pour la transition énergétique, qui sont des instituts de recherche publics-privés qui ont été fondés par l'État, enfin, à l'initiative de l'État sur les fonds du programme d'investissement d'avenir 1 de mémoire en 2014, et qui visent à faire travailler ensemble la recherche publique et la recherche privée. Donc c'est des instituts, enfin, les ITE en général, et peut-être que vous pouvez passer, il y a une diapo d'après qui va... voilà, c'est ça. Les instituts pour la transition énergétique sont constitués de membres. Donc nous, on a des membres qui sont de nature académique, un organisme public et l'enseignement supérieur, avec les grands organismes de type CSTB, CEREMA, l'École des ponts d'ailleurs, qui est un de nos membres. Et puis des membres industriels, que ce soit des membres privés, industriels, beaucoup de l'énergie, hein, EDF, Engie, Veolia, Vinci avec Vinci Énergie. Et puis des ingénieristes, donc les gens qui font la ville, avec CETEC, Arcadis, ABMI, etc. Et notre sujet, c'est vraiment la transition énergétique de la ville, ce qui est un objet un peu particulier parce que nos cousins, les autres instituts pour la transition énergétique, sont plutôt centrés sur des objets. Le bâtiment, par exemple, les énergies photovoltaïques, les énergies marines.
Nous, on est centré sur la transition énergétique de la ville. Alors, c'est un vaste sujet qui a été aussi un peu particulier à définir à la création de l'Institut. Et donc, notre objectif, c'est donc d'accélérer des innovations autour de la transition énergétique de la ville et de les déployer à grande échelle. Avec une particularité qui est un ADN beaucoup centré sur l'échelle du quartier. Le bâtiment est un objet qui est bien étudié depuis longtemps. La ville, c'est une échelle voilà, très vaste. Et en fait, le quartier, c'est une échelle urbaine qui n'était pas tellement travaillée jusqu'à présent. Un quartier, c'est quoi? C'est 30 à plusieurs centaines de bâtiments, mais ce n'est pas une ville. En tout cas, c'est un objet dans lequel les interactions commencent à exister sur les réseaux énergétiques, entre réseaux énergétiques, entre les bâtiments et les réseaux énergétiques. Et donc, c'est un objet particulier sur lequel on a choisi de travailler, sur lequel il y a des développements très intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Peut-être on peut passer la diapo d'après. Voilà. Trois axes stratégiques. Le premier qui est le développement d'outils logiciels et d'outils méthodes pour travailler sur les stratégies énergétiques à l'échelle du quartier. À l'échelle locale. Voilà. Donc on a un outil par exemple qui a cartographié en France tous les gisements d'énergie renouvelable et de récupération. Et donc on peut, si on fait appel à cet outil, zoomer sur un territoire et savoir quels sont les sites de production d'énergie, de chaleur fatale, les data centers, les eaux usées, les pressings. Voilà. Et on peut cartographier à la fois toutes les sources de chaleur fatale et puis voir comment les utiliser notamment et injecter cette chaleur sur les réseaux. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous. On a un outil très intéressant, simulation énergétique dynamique à l'échelle quartier. Ça, c'est un terme un peu jargonneux peut-être. En gros, on pourrait dire que c'est un jumeau numérique des réseaux énergétiques à l'échelle quartier qui permet vraiment de comprendre comment fonctionne un quartier avec une simulation d'énergie, simulation de consommation des bâtiments, simulation de consommation des réseaux, simulation de la production et couplage dynamique de tous ces facteurs pour vraiment comprendre comment le quartier fonctionne énergétiquement et optimiser sa conception. Un autre outil qui est sorti assez récemment et qui marche très bien, qui est un outil qui permet de faire de l'ACV à l'échelle quartier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un aménagement, un nouveau quartier, en fait, cet outil permet de caractériser, de mesurer, on parlait tout à l'heure des indicateurs, de donner l'empreinte carbone du quartier sur toutes ses composantes, que ce soit les bâtiments, les espaces publics, la mobilité, et donc en ACV, donc en analyse de cycle de vie, à la fois de permettre d'avoir cette empreinte et puis de déterminer quelle est sa comparaison entre ce qui existe, entre un quartier standard et puis un quartier optimum. Donc ça permet à l'aménageur de comprendre où il se positionne et de voir quels sont les leviers qu'il pourrait utiliser en plus. Voilà, donc tout un ensemble d'outils qui permettent d'optimiser la conception des quartiers. Un deuxième axe qui, là, pour le coup, est à l'échelle des villes, dans lequel on travaille sur plutôt des méthodologies générales. Donc on est en train de développer avec l'ADEME, avec le CEREMA, un outil qui est un label Ville durable et innovante, qui va permettre aux villes de piloter au fond l'ensemble de leur politique énergétique, transition écologique au sens large. Et puis, on travaille aussi, on a un projet de développement autour de l'amélioration, ce qu'on appelle les plans climat air énergie. Aujourd'hui, les villes font des plans climat, mais en fait, on pense qu'il y a matière à beaucoup améliorer ces plans climat. Donc, on est en train de réunir toute l'expertise française autour de ces travaux pour voir comment on peut améliorer les outils existants et donner aux collectivités locales à toutes les échelles des outils plus performants qu'aujourd'hui. Et puis, le dernier outil, et je m'arrêterai là, le dernier axe, ce sont là, pour le coup, l'expérimentation d'objets concrets, d'innovations concrètes sur lesquelles des entreprises innovantes, que des entreprises innovantes développent et sur lesquelles elles ont besoin de tester en conditions réelles pour les améliorer avant de les industrialiser pour le coup. Et donc on travaille à l'interface entre ces entreprises innovantes qui proposent des prototypes et les territoires qui les utilisent pour permettre aux territoires de se les approprier, comprendre comment il faudrait les modifier et du coup permettre aux territoires d'aller sur leur transition énergétique et aux entreprises de continuer de développer leurs innovations. Voilà, et en fait la caractéristique
particulière de nos travaux, c'est vraiment qu'on est en synergie toujours entre voilà, le public, la recherche publique, les entreprises et les territoires. On a vraiment, enfin, notre cœur de pensée, c'est la recherche-action. On ne fait pas de recherche j'allais dire en chambre, enfin, on en fait bien sûr un peu, mais on vise à vraiment toujours le tester auprès de territoires, et les territoires sont nos premiers partenaires opérationnels. Voilà en quelques mots. Recherche, enseignement, on a acteurs publics, privés, on a aussi un industriel ici qui nous ont rejoint pour cette matinale, qui est avec nous pour cette matinale. Emmanuel Deneville, vous êtes le directeur du programme Action Climat de ArcelorMittal France. Je vous laisse nous présenter brièvement votre activité et les enjeux liés justement à la thématique du jour pour vous. D'accord, d'abord merci pour l'invitation à ArcelorMittal. C'est toujours un plaisir d'échanger. Et puis je crois que dès l'introduction, vous aviez souligné l'enjeu de l'écosystème, que l'industrie, que la recherche, que l'enseignement, les compétences. Au final, c'est sûrement le bon mariage de ces différents éléments qui fera le succès de l'industrialisation demain. Donc on est très heureux d'être là. Et puis en tant qu'ancien élève aussi des ponts. D'ailleurs, le directeur général d'ArcelorMittal France, Mathieu Yel, est aussi un ancien des ponts. Donc c'est évidemment un clin d'œil d'être là aussi aujourd'hui. Bon, donc personnellement, je travaille depuis 20 ans donc, chez ArcelorMittal. ArcelorMittal, je ne vais pas le présenter en détail, mais à titre d'ordre de grandeur, on produit 70 millions de tonnes d'acier dans le monde par an. Le site de Dunkerque, par exemple, où je suis plus directement impliqué et implanté, produit 7 millions de tonnes par an. Donc c'est en gros 10% de la production mondiale du groupe. Et il y a évidemment le site de Fos qui est non négligeable aussi. Ça représente 168 000 salariés dans le monde, 15 000 en France, avec notamment les plus gros centres de R&D du groupe en France, à Mézières-les-Messes, en Lorraine. Et ça, c'est aussi un des aspects importants pour notre industrie, si on veut capitaliser sur la transformation actuelle, d'avoir cette proximité même géographique. Donc j'ai travaillé essentiellement en opération pendant 20 ans, avec une alternance quelques années, plusieurs fois du côté projet. Et puis depuis 2 ans, donc, je suis en charge effectivement du programme décarbonation pour ArcelorMittal France. Le groupe s'est engagé, il y a déjà plusieurs années, à aller à la neutralité carbone, évidemment, d'ici 2050, et s'est donné un jalon qui a été même rehaussé en termes d'ambition l'année dernière, en disant on a déjà fait, l'industrie en collectif, un progrès significatif par rapport à 1990, mais si on prend comme année de référence 2018 et qu'on veut faire le Fit for 55, là, donc réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, on doit encore faire 35% en Europe. Donc c'est à ça que s'est engagé le groupe, 35% de réduction d'ici 2030 par rapport, j'allais dire à maintenant, à 2018. Et puis c'est donné un jalon aussi à l'échelle mondiale, plus modeste, 25%, mais évidemment en confirmant la neutralité carbone partout d'ici 2050. C'est intéressant d'ailleurs de voir que l'objectif est différencié en Europe et dans le reste du monde, parce qu'on est convaincu qu'on trouvera le soutien un peu plus vite en Europe pour pouvoir mener à bien cette transformation. Et ça cadre avec l'ambition de l'Europe aussi d'être le premier continent carbone neutre, quelque part. Alors, réduire de 35% d'ici 8 ans, à l'échelle de l'industrie, c'est demain. Ça veut dire une transformation profonde de nos procédés de fabrication. Il ne s'agit pas de progrès continu à cette échelle-là. Et donc, conduire une transformation radicale de notre industrie en 8 ans, c'est dès maintenant qu'on doit s'y mettre et qu'on s'y est mis d'ailleurs, puisqu'en gros, il faut compter facilement 5 ans pour concrétiser un investissement de plus de 1 milliard d'euros tel que celui auquel on se prépare. Alors, comment on va conduire cette transformation? On a 3 leviers. Le premier, c'est, vous le savez sans doute, l'acier recyclable à l'infini. On va jouer à fond cette carte de la circularité de l'acier, puisque finalement, c'est ça le gisement de fer qu'on a sous les pieds en Europe. Donc autant effectivement ne pas l'exporter comme on le fait aujourd'hui en France et en Europe, mais le garder localement. C'est évidemment logique du point de vue transport et du point de vue souveraineté. Bon, maintenant, cette solution-là, elle a une limite, c'est qu'évidemment, le fer qu'on recycle n'est pas pur. Or, les aciers demandés par nos clients obligent à une très grande pureté des résiduels. Je ne vais pas faire trop dans la technique, mais les autres composants chimiques qu'on va trouver qui vont
surnager, on va dire, avec le fer dans l'acier liquide. Donc on a le deuxième levier qui est de dire, puisqu'on devra continuer de faire appel aussi aux minerais de fer, changer notre route. Parce qu'aujourd'hui, pour transformer du minerai de fer en acier, on utilise fondamentalement le charbon dans un haut fourneau. C'est le procédé établi dans le monde entier, 60% de la production d'acier mondiale. Il y a 30%, c'est des fours à arc électrique où c'est du recyclage d'acier pur. Et puis il y a en gros 5-10% qui est une autre voie qu'on appelle la réduction directe. Et c'est celle-là en fait qu'on va maintenant adopter de manière assez profonde, y compris en Europe, où on a une seule installation en Allemagne de ce type-là, parce qu'elle a l'énorme avantage de ne pas se baser sur le charbon, qui évidemment est très fortement émetteur de CO2, mais de gaz. Alors ça peut être du gaz naturel et ça peut être de l'hydrogène. Donc on se prépare à investir effectivement, notamment à Dunkerque, une unité de réduction directe de taille industrielle, 2,5 millions de tonnes par an de production de pré-réduit de fer. Et ça basé sur un mix gaz naturel, hydrogène, avec l'idée évidemment de pouvoir monter la proportion d'hydrogène à l'avenant de sa disponibilité et de son coût. Avec ça, on pense que quand on aura poussé à fond ces deux leviers, la circularité de l'acier et la réduction directe avec l'hydrogène, on aura abattu en gros les 3/4 de nos émissions de CO2. Il reste un petit quart, et donc il faut un troisième levier pour ça. Et là, on va mettre en œuvre des solutions plus classiques dans l'industrie, qu'on appelle la circularité du carbone, pour ceux qui sont un peu initiés, le CCS ou le CCU. Donc qui consiste à dire, puisqu'on émet encore un peu de CO2, l'important c'est qu'il ne parte pas aux petits oiseaux. Donc on va le capter dans nos fumées ou dans nos gaz, le filtrer quelque part, et une fois qu'on a séparé les fumées sans CO2 qui, elles, ne vont pas réchauffer l'atmosphère, et le CO2 pur dans un autre tuyau, et ben ce tuyau de CO2, on a deux possibilités. Ou bien on le reséquestre sous terre, et là en l'occurrence on étudie ça très sérieusement avec beaucoup d'autres acteurs européens, et ce serait même plutôt sous la mer, puisque ce soit dans les couches géologiques de la mer du Nord, par exemple Dunkerque est bien placé pour ça, mais il y a aussi des études du même genre en Méditerranée pour le site de Fos, Marseille. Ça permet de le restocker, j'allais dire, là d'où il vient finalement, dans les anciens puits de pétrole, ou même le reminéraliser parfois dans certaines couches minéralogiques. L'autre option, qui est tout à fait intéressante aussi, c'est ce qu'on appelle le CCU, c'est de donner une deuxième vie à ce CO2 en disant, finalement, le C de CO2, le carbone, on peut le reconvertir, moyennant quand même un gros apport énergétique, en nouveaux carburants. Donc c'est ce qu'on appelle les e-carburants ou les e-fuels. Et ça peut évidemment se substituer au gaz naturel qu'on continue, ou le pétrole qu'on va continuer d'extraire dans le sol. Et donc à la fin, on a une sorte de circularité de l'atome qui limite le réchauffement climatique. Voilà, je pourrais développer certains points après. On va revenir effectivement sur les problématiques qui se présentent à vous. Et on se lance tout de suite dans la première partie de la thématique qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui, la réindustrialisation à l'ère de la transition énergétique. Et justement, on va se poser une première question. De quoi doit-on parler exactement? D'industrialisation, de réindustrialisation ou de nouvelle industrialisation? Ça a été abordé par le directeur de l'école des ponts en introduction. Et c'est effectivement des questions qui sont revenues en préparation de cette matinale lorsque l'on a échangé. Gilles Krag, je vous donne la parole. De quoi doit-on parler? Industrialisation, réindustrialisation, nouvelle industrialisation, Détroit. Qu'est-ce que c'est l'industrialisation? Je suis chargé de la police des mines. Exactement. Donc, je vais faire des propositions. Alors parlez bien devant le micro pour être sûr que... Enfin, collez bien le micro à... Okay. Voilà. Alors peut-être la première chose qu'il faut rappeler, enfin qui est intéressante de rappeler, si on a choisi de parler d'industrialisation, on a donc choisi de ne pas parler d'industrie. Et moi, il me semble que c'est plutôt une formulation intéressante parce que, en fait, quand on parle d'industrie et qu'on va essayer de qualifier l'industrie, on va assez rapidement aller regarder du côté de la nomenclature d'activité française, de l'INSEE, donc autrement dit la NAF. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que pour, j'allais dire, saisir l'activité industrielle contemporaine, on a des difficultés à le faire avec ces catégories-là. Donc ça, c'est la première remarque. Donc, parler d'industrialisation, ça veut dire qu'on essaye plutôt de qualifier
des trajectoires, des sentiers. Et ça me paraît quelque chose de plus intéressant pour réfléchir à la question industrielle contemporaine. Et donc, saisir un mouvement. Et la deuxième idée qui, moi, me paraît fructueuse, intéressante, c'est que ce mouvement, on considère qu'il y a un des moteurs de ce mouvement, c'est la transition écologique. Donc, si on part un petit peu de ce cadrage-là du problème, moi, il me semble que du coup, il y a deux trajectoires deux problématiques, deux trajectoires, deux sentiers un peu différents qui se dessinent. Le premier sentier, c'est, on pourrait dire qu'on parle de la transition écologique ou énergétique de l'industrie. Donc là, monsieur vient d'en parler très bien. On voit bien de quoi il s'agit, c'est-à-dire que les industriels actuels ont à réduire leur empreinte environnementale, et ça suppose des investissements très importants, des transformations très importantes. Donc ça, c'est une première manière de voir la question de l'industrie contemporaine. Et puis il y a une deuxième manière de voir qui moi me paraît aussi intéressante, qui est un petit peu différente, c'est l'industrie de la transition écologique. On prend les choses à l'inverse. Donc là, pareil, la question est assez facile. Les problèmes environnementaux aujourd'hui concernent les grandes ressources que sont l'eau, l'énergie, le sol, les déchets. Et donc, le traitement ou la réduction de l'empreinte qui concerne des empreintes relatives à toutes ces grandes ressources, de mon point de vue, suppose des projets, des processus industriels nouveaux à déployer en vraie grandeur, à grande échelle et rapidement. Et ça a à voir avec la question de l'industrie. Il s'agit d'une question industrielle. Donc, transition écologique de l'industrie, d'une part, industrie de la transition écologique, d'autre part. Et on voit bien qu'on est là, c'est des problématiques qui vont bien au-delà de la seule question de la relocalisation de l'industrie, où il s'agit de faire revenir des choses qui seraient parties. Et donc, si on se contente de réfléchir la question industrielle ou l'industrialisation à partir de ça, à mon avis, on va avoir du mal à augmenter la part de l'industrie dans le PIB, voire même réduire le déficit manufacturier très important de l'économie française. Thierry Haumel, je vous voyais réagir sur cette question de l'industrialisation, de la réindustrialisation, de la nouvelle industrialisation. Je ne réagissais pas, mais je vais essayer. Voilà, je suis d'abord assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Si. Sinon je parle dedans. Voilà. Industrialiser, qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient? Donc il y a effectivement quelque chose qui est certainement très lié à la transition énergétique, mais je ne pense pas que ce soit le seul déterminant des choix des pouvoirs publics européens. Rappelons-nous quand même que nous avons été fortement masqués pendant quelques temps, et que cette pandémie a été un signal pour beaucoup d'opérateurs économiques. Nous nous sommes rendus compte que nous avions un système économique complètement globalisé, avec une absence totale de redondance sur un certain nombre de biens intermédiaires, qui posait problème quand le monde se fragmentait. Nous sommes actuellement à un moment où le monde se fragmente à nouveau, et on se pose donc des questions par rapport à un certain nombre de dépendances qui sont stratégiques. Donc quand je dis ça, là, je suis plutôt sur ce que Gilles appelait la réindustrialiser, qui est quelque chose d'assez nouveau, puisque c'est quand même pas ce qu'on a fait beaucoup en Europe. C'est ramener un certain nombre d'industries, de biens intermédiaires qui sont stratégiques et considérés comme essentiels par rapport à des enjeux de bien-être collectif dans le domaine de la santé, dans tout un tas d'autres domaines. À côté de ça, il y a des enjeux qui sont stratégiques pour le futur et qui sont liés directement à la transition énergétique. Et donc, effectivement, les mobilités changent, il y a tout un tas de choses qui changent à travers la transition, et on voudrait ne pas être complètement suiveur, à défaut d'être complètement leader, sur un certain nombre d'objets technologiques. Donc, je pense notamment aux objets de la mobilité. Il y a un grand combat sur les questions, effectivement, de batteries, qui sont des actifs stratégiques de la mobilité. Un des grands sujets, en fait, quand on va réindustrialiser, c'est qu'il faut le dire d'emblée, a priori, industrialiser, c'est produire, et produire, ça nécessite de l'énergie. Et donc, un besoin de surcroît d'énergie pour réindustrialiser, alors qu'on est dans une logique, effectivement, d'abaisser nos émissions, et peut-être de consommer moins, tout ça est lié. Donc, si on veut réindustrialiser, il y a quelque chose qui, d'emblée, semble une évidence.
il faut le faire à partir de technologies qui sont des technologies qui ne sont pas celles que nous utilisons aujourd'hui et qui sont utilisées dans les pays en voie de développement. Industrialiser, c'est peut-être arriver à avoir une intensité carbone de la production des choses que nous allons éventuellement faire ici et plus nécessairement en Asie du Sud-Est qui sera meilleure. Ceci étant, pour la France, je tiens à le dire, c'est quand même ramener des émissions. Et donc, ça accroît et intensifie le besoin d'avoir une transition énergétique forte. Rappelons-nous quelques ordres de grandeur. La Française ou le Français émettent entre 4 à 5 tonnes par an de CO2, enfin d'équivalent CO2 sur le territoire français. Mais si on y attache les émissions importées, on est plutôt à 11. Donc si on pense une réindustrialisation complète, ce qui n'est évidemment pas à l'ordre du jour et qui n'est pas la nécessité, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'émissions qui vont se produire à nouveau chez nous. Et si on ne veut pas qu'elles se produisent, il faut nécessairement que les systèmes technologiques ne soient plus les mêmes. Autre regard, celui d'Éric Parent, on en parlait en préparant justement cette matinale. Vous me parliez de transformation de l'industrie et de réartisanaliser certains métiers. Excusez-moi. Oui, le prisme qui m'était venu quand on a préparé effectivement cette matinale autour de la réindustrialisation à l'ère de la transition énergétique, c'était la réflexion, de quoi a-t-on besoin massivement? Pour moi, industrialiser, c'était, alors, fabriquer des objets, c'est un des prismes, mais un autre prisme, c'est une façon de faire industrielle. Une façon de faire industrielle, c'est en masse, de façon efficiente, peut-être par rapport à l'artisanat qui va être en petite quantité, peut-être du sur-mesure. Et la masse, enfin voilà, en fait, ça me faisait penser à un des besoins majeurs qui est la rénovation des bâtiments, et notamment la rénovation des bâtiments, des maisons individuelles, qui est aujourd'hui un secteur qui est quasiment exclusivement celui des artisans, par rapport à la rénovation énergétique des gros bâtiments, dans lesquels c'est des gros objets qui coûtent cher, qui sont complexes en termes de technique, et donc dans lequel on va pouvoir, dans lequel les acteurs qui jouent sont les gros acteurs du bâtiment, les grands groupes, mais au fond, le bâtiment, la maison, monsieur, madame, tout le monde, c'est un petit objet avec un petit maître d'ouvrage, avec des petits budgets, et en fait, c'est fait par des artisans qui ont des petites structures très éclatées et très fragiles. Et alors qu'on est devant un des murs de la transition énergétique, c'est la réduction des consommations dans le bâtiment, et le bâtiment, la maison individuelle est un des gros sujets. Et en fait, aujourd'hui, ce sujet, qui devrait être un sujet industriel, est traité artisanalement par des artisans. Et voilà. Et donc, il me semblait qu'un des sujets était de créer de voir comment on peut industrialiser cet artisanat, créer de l'industrie, passer de l'artisanat à l'industrie. Alors ça veut pas. Alors évidemment, on sera obligé d'inventer des nouvelles pratiques, puisqu'il ne s'agit pas de construire une usine, j'allais dire, from scratch, sur un terrain dans lequel on maîtrise tout. Enfin, quand Elon Musk fait ses nouvelles méga entreprises de batterie, quelque part, il est libre, il fait ce qu'il veut depuis A à Z, il maîtrise le sujet. Et quand on est sur le sujet de la maison individuelle, on est sur un sujet éminemment complexe, dispersé, avec des petits acteurs. Donc, il faut qu'on invente une façon de faire. Voilà, en tout cas, c'était, sans débattre plus, mais je pense que cette question d'industrialiser des métiers, et notamment celui-là, ce secteur, me paraît être un sujet majeur de l'industrialisation à l'ère de la transition énergétique. Emmanuel Denneville, vous le disiez dans votre présentation, réindustrialiser, pour vous, c'est industrialiser autrement, c'est développer votre activité autrement en fonction des enjeux? Oui, quand on écoute nos contemporains, parfois, on peut se demander si on pourrait imaginer un monde sans industrie. Est-ce que c'est possible? Voire, pour prendre l'exemple de l'acier, est-ce qu'un monde sans acier est possible? En réalité, on s'en rend peut-être pas toujours compte, mais c'est vrai que je reste sur l'exemple de l'acier, il est partout. Il est dans nos maisons, dans nos cuisines, dans tous nos moyens de mobilité, que ce soit la voiture, le bus, le train, l'avion. Il est aussi dans nos solutions, effectivement, de l'industrie, de la transition écologique de demain. Quand on parle d'éolien, les mâts sont aujourd'hui en acier, et on aura du mal à trouver beaucoup mieux
Le solaire, pareil, il y a des structures acier. Donc on voit que même dans les solutions de demain, on a besoin de cet acier. Donc c'est pour ça qu'on arrive assez naturellement à la conclusion de dire il y a sûrement une sobriété qui arrive, il y aura sûrement un peu moins de consommation et donc de production dans le futur que demain, mais tant qu'à faire, autant baisser les importations que la production locale. Et c'est clair qu'on veut être présent dans cet acteur de cette transition, en tout cas apporter notre contribution là-dedans. Après, je pense qu'il faut revenir à pourquoi finalement. Merci d'avoir rappelé que l'industrie, avant d'être la production d'objets, c'est finalement, j'allais dire, conjuguer des économies d'échelle, passer de quelque chose où on fait objet un par un à une idée d'industrie de process finalement. Hein. Et derrière ça se cache évidemment tout l'enjeu économique, de dire pourquoi on développe l'industrie, parce que c'est performant économiquement. Et pourquoi un pays a besoin d'une industrie ? Parce que c'est sa richesse, finalement. On sait qu'on peut vendre des services, mais que les services, en fait, travaillent main dans la main avec l'industrie. C'est un monde où on vendrait que du service, mais on ne sait plus rien produire et on n'a plus d'usine. Ça ne tient pas très longtemps. Et c'est vrai que c'est une préoccupation aussi personnelle. Quand on voit que depuis 2003, la France a toujours été en déficit commercial, ça veut dire que depuis 2003, tous les ans, on achète plus qu'on ne vend. Et donc, on est en train de s'appauvrir. Et il va falloir qu'on réponde à ça, hein, sans insister sur les derniers chiffres parus. Et je trouve qu'on n'insiste pas beaucoup là-dessus, même dans le forum qu'il y a eu il y a quelques jours pour évoquer les 50 entreprises les plus émettrices de CO2. Parfois, en modération, le journaliste dit « bon, ça représente tant d'emplois, 30 000 emplois, 300 000 emplois ». Oui, l'emploi, c'est important, mais je pense que ce qu'apporte l'industrie, encore plus que l'emploi, c'est la richesse, tout simplement, au pays. Et si on veut pouvoir continuer d'acheter à l'extérieur, il va bien falloir qu'on vende à l'extérieur. Et donc ça, c'est pour moi tout l'enjeu de la... Alors effectivement, je ne dis pas réindustrialisation, parce que ce ne sera pas l'industrie de grand-père ou de papy, hein, c'est une nouvelle industrie, pas forcément dans un secteur nouveau, tout simplement parce qu'il faut partir de ce qu'on connaît. Et là, on a des compétences aujourd'hui, c'est là qu'on peut capitaliser et réamorcer un peu plus. On peut se lancer dans des domaines totalement nouveaux, si on a des compétences, s'il y a des start-up, des centres de R&D, des chaires d'enseignement qui permettent à nos ressources, à nos talents de se lancer là-dedans. Mais effectivement, on a besoin de transformer en tout cas notre industrie, ça c'est très clair avec la décarbonation. Et finalement, ça peut être une occasion pour la France, parce que ce n'est pas toute l'Europe, hein, c'est quand même plus la France que le reste de l'Europe qui s'est désindustrialisée, de rattraper quelque part sa perte des 2 dernières décennies. Donc, réindustrialiser pour les aspects, enfin les secteurs que l'on juge stratégiques, hein, c'est ce que vous disiez. Je fais écho à vos paroles. Une nouvelle industrialisation pour ce qui va concerner des nouveaux secteurs d'activité, des connaissances que l'on va développer, peut-être sur l'eau, sur l'air, sur la gestion des déchets, sur pourquoi pas la rénovation des bâtiments. À quelle échelle doit-on intervenir ? On bascule dans la deuxième partie, hein, le temps passe vite, mais quelle échelle va être nécessaire pour redévelopper l'industrie en France, le quartier, la ville, l'agglomération? Quelles sont les relations entre industrie et territoire sur lesquelles s'appuyer? Gilles, allez-y. Je veux bien répondre à cette question, enfin proposer des éléments de réponse. Oui, effectivement, donc moi mon dada c'est la ville et les territoires, donc je vais vous parler effectivement de cette échelle-là, en mentionnant d'emblée que il faut surtout pas, il faut avoir voilà, les géographes en politique anglo-saxons une expression assez belle. Ils considèrent qu'un territoire, c'est pas un monde dans une bouteille, c'est une fenêtre sur le monde. Donc, il faut vraiment avoir des approches relationnelles dans ces questions-là. Donc, il y a toutes les échelles comptent, d'une certaine manière, nationale, européenne. Il y a des régulations qui s'opèrent à cette question-là. Mais il y a aussi cette échelle locale qui est importante. Pourquoi est-ce qu'elle est importante ? Si je reviens sur ma petite distinction entre transition écologique de l'industrie et industrie de la transition écologique, en fait, on voit que les villes, les territoires et les autorités publiques locales ont un rôle important, à minima, à jouer pour l'une et l'autre de ces trajectoires. Pour la transition écologique de l'industrie, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a passé 20 ans à nous parler beaucoup d'économie de la connaissance, où en gros, la question des dynamiques économiques était liée à l'importance du capital immatériel. Et en fait, ce qui ressurgit un peu dans le paysage, dans la réflexion avec la transition écologique, c'est l'eau, le sol, l'énergie, la matière. Et
et ce dont on se rend compte, que ce sont là autant de ressources qui, au moins pour partie, font l'objet de gestion locale. L'eau et les sols, on va dire, on ne peut pas réfléchir à cette question en la déconnectant des communautés locales dans lesquelles elles sont gérées, parce que l'usage du sol se partage entre des résidents, des fonctions urbaines et aussi des fonctions productives. Pour l'eau, c'est exactement la même chose. L'énergie, on a vu que quand il s'agit de faire la rénovation énergétique, c'est le bâti, donc c'est quelque chose qui est localisé quelque part. Il y a des caractéristiques morphologiques qui sont géographiquement indexées, j'allais dire. Les ENR, pareil, ce sont des productions d'énergie qui sont décentralisées. Et puis sur la question des déchets, il y a un grand principe qui a été édicté par la directive européenne de 2008, qui est la gestion de proximité. Donc il ne s'agit pas d'envoyer nos déchets en Chine. 2018, c'est le Chinese Ban. Je rappelle que c'est quand même un événement assez important. Donc il s'agit bien de gérer tout ça à l'échelle locale. Donc la transition écologique de l'industrie, elle se fera sans doute en articulation avec ces ressources qui font l'objet d'une gestion locale. Et alors si on prend l'autre trajectoire, industrie de la transition écologique, on se rend compte que les collectivités locales aujourd'hui sont compétentes pour la gestion de toutes ces ressources-là, l'eau, les déchets, l'énergie. Plus récemment, il y a une grande réforme territoriale. Quand je dis les collectivités territoriales, c'est aujourd'hui essentiellement les intercommunalités. Ces intercommunalités, pour mettre en œuvre leurs compétences dans tous ces domaines-là, elles le délèguent à des opérateurs. Donc c'est toute la sphère des services urbains qui est aujourd'hui concernée. Et cet univers des services urbains et de l'ensemble des opérateurs privés qui l'animent quelque part, ils ont à voir dans leur activité de façon directe avec les autorités publiques locales. Éric Parent, pour vous, ce défi de la transition énergétique, il débute d'abord à l'échelle du quartier, vous donniez des exemples sur comment réorganiser une ZAC, comment utiliser par exemple des espaces peu utilisés aujourd'hui pour produire de l'énergie. Oui, alors c'est vrai que nous on est beaucoup au contact des territoires qui nous demandent d'intervenir à leur échelle et notamment à l'échelle du quartier. Et ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait sur la réindustrialisation. On voit par exemple que émerge en ce moment un sujet un peu partout. Donc quand il émerge un peu partout, on voit derrière, on peut penser à comment on va industrialiser ça. C'est par exemple le développement d'autoconsommation collective d'électricité à l'échelle d'un quartier. Ça suppose parce qu'en fait aujourd'hui on n'a plus le droit, il y a la loi de la zéro artificialisation nette veut qu'on puisse plus construire n'importe où sur des zones végétalisées. Donc si on veut mettre du photovoltaïque, il faut bien mettre du photovoltaïque quelque part. Et donc on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'endroits qui sont les zones d'activité économique. C'est là où il y a Ikea, Leroy Merlin et voilà, toutes ces zones dans lesquelles vous allez faire vos courses le samedi, qui sont pleines de bâtiments avec des tas de toitures qui ne servent à rien pour l'instant parce qu'ils n'ont pas été prévus pour, et en fait qui constituent un gisement majeur de surface disponible pour mettre des panneaux photovoltaïques. Et donc on voit aujourd'hui arriver de toutes les en tout cas un grand nombre de collectivités locales qui nous disent tiens, moi je voudrais développer ça, je voudrais développer de l'autoconsommation collective à l'échelle de mon quartier. Et donc ce qui est intéressant, et ça rejoint le thème qu'on avait précédemment, c'est que le fait que beaucoup de collectivités locales se posent la question en même temps, on voit qu'il y a un sujet d'industrialisation. Quelque part, il faudrait pouvoir le faire beaucoup et puis de façon efficiente, de façon peut-être rationnelle, etc. Et en même temps, on a un sujet qui est là à l'opposé de l'industrialisation, qui c'est un sujet très local, parce que chaque acteur est différent. Les collectivités locales sont différentes. Il n'y a d'ailleurs pas d'entité, il n'y a pas une copro il n'y a pas une copropriété, il y a une personne morale dans ces zones d'activité économique. Donc, en fait, on est face à un système d'acteurs pas organisé, avec des infrastructures techniques qui ne sont pas prévues pour, et en même temps, donc il y a tout un sujet complexe d'organisation de systèmes d'acteurs. Comment est-ce qu'on réunit des acteurs qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas d'intérêt à travailler ensemble? Comment est-ce qu'on les réunit? Comment on les fait émerger en termes de collectifs?
sujet, j'allais dire, d'organisation. Un sujet technique est comment est-ce qu'on va poser des centrales sur des bâtiments qui ne sont pas prévus pour. Ça pose des questions techniques, juridiques, économiques, etc. Et puis comment est-ce que ces acteurs vont se retrouver d'ailleurs avec un rôle qui n'est pas le leur aujourd'hui. S'ils ont tous des panneaux photovoltaïques au-dessus, ils deviennent producteurs d'énergie, alors qu'au fond, Leroy Merlin aujourd'hui, il vend des matériaux et Ikea vend des meubles. Ils ne vendent pas de l'énergie. Donc il y a tout un ensemble de champs techniques, de dynamique collective, organisationnelle, qui doit se créer ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est au fond très complexe et très local, ce qu'on appelle très situé, c'est-à-dire qui dépend des acteurs locaux. Et en même temps, cette demande très complexe locale, on voit qu'elle émerge partout en même temps et elle nécessiterait au fond une industrialisation. Et ça pose la question de comment j'industrialise de la complexité, comment j'industrialise le fait de gérer la complexité. Et en fait, je pense qu'on est assez démunis en la matière. C'est un sujet pour l'école des ponts, je pense, de doter ces étudiants d'outils pour gérer ces situations qui vont apparaître de plus en plus. On va y venir justement. Ça pose deux questions qui sont liées, ce défi de la transition énergétique. Thierry Homel et Emmanuel Denneville, vous allez sans doute intervenir dessus, mais est-ce que la transition énergétique est un frein à la réindustrialisation ou est-ce qu'il faut voir la nouvelle industrialisation avec l'objectif zéro carbone comme ADN? Est-ce qu'on regarde dans un sens ou dans l'autre? Alors, je pense qu'il faut regarder dans les deux sens. Voilà, comme ça je fais une réponse de sophiste, mais je vais essayer de m'expliquer. Revenons d'abord à ce qu'est l'industrialisation. Donc on parle de politique industrielle, on parle d'un gouvernement qui s'appuie sur des logiques de politique industrielle qu'on avait vu disparaître. Le gouvernement, les autorités locales, les textes peuvent inciter des acteurs à s'intéresser à un sujet. Il ne faut pas quand même négliger la part de choix de l'industriel dans ce domaine. Et je pense qu'Emmanuel le rappellera, quand une industrie ou quand un acteur va s'installer quelque part, c'est parce qu'il suppose qu'il pourra produire aussi. Donc la question du territoire, et on peut parler de l'échelle sur laquelle ça se passe, qui va être préemptée, est un territoire dans lequel l'industriel va supposer pouvoir trouver des ressources humaines. Il y en a quand même beaucoup en France, mais il faut voir pour quel type d'activité, dans lequel il aura des ressources énergétiques et les autres actifs environnementaux dont il a besoin pour sa production, dans lequel il aura des infrastructures, un maillage, et dans lequel il pourra s'installer, c'est-à-dire vivre avec le territoire. Je parlais des questions d'acceptabilité qui sont non négligeables. Effectivement, c'est peut-être le quatrième point du choix de l'industriel. Donc le choix du territoire se fait en fonction de besoins particuliers. Si je reviens un peu sur votre deuxième partie de question, qu'est-ce qu'on a comme atout à offrir effectivement à ces industriels qui vont s'installer sur les territoires en question? Bon, du point de vue de l'école, on a la formation, mais il y a aussi un autre atout en France, c'est qu'on a un territoire extrêmement maillé et qui permet effectivement, normalement, les territoires ne sont pas des entités disjointes les unes des autres. Tout ça est effectivement très maillé. Et on va avoir donc des acteurs qui vont regarder des zones qui ne sont pas des zones enclavées, qui communiquent bien avec les autres territoires parce que les besoins de volume, de production sont extrêmement importants. Et à côté de ça, on va avoir des industries qui sont concernées par une dimension beaucoup plus locale et qui, elles, vont choisir le territoire en fonction des besoins des populations. Pour ce qui est de donc de populations qui seraient locales, pour ce qui est des industries, enfin de tout ce qui va toucher à la production d'énergie, on se situe plutôt à ce niveau-là. Si on regarde les actifs qui sont stratégiques et que la France voudrait relocaliser, jusqu'à quelle échelle on peut poser la question? Là, on est plutôt sur le premier cas. On a une échelle de production qui est nationale avec une communication entre les territoires et une complémentarité. Voilà. Je ne sais pas si Emmanuel... Allez-y. Oui, je peux rebondir. Je voudrais parler à trois échelles. La première, pour revenir à ce qui a été dit au tout début, peut-être l'échelle, j'allais dire, de bassin. Si je prends l'exemple de Dunkerque, donc c'est un peu plus qu'une ville quand même, mais on va dire un cercle peut-être de 20-30 km de rayon. Ça, c'est une notion qui est en train de se développer. Alors, Patrice Vergrit, qui est le maire de Dunkerque, était un des rares maires, je crois, invités
ainsi que les 50 entreprises les plus émetteurs à l'Élysée la semaine dernière. Et ce n'est pas tout à fait un hasard, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui se vit dans ce cas-là, dans cet exemple-là. D'abord, c'est une des rares villes de France qui s'assume encore complètement avec une identité industrielle. Ça ne veut pas dire que c'est un blanc-seing donné aux industriels et qu'on peut faire n'importe quoi. Hein. L'exigence environnementale, encore plus quelque part que la décarbonation, parce que la décarbonation, c'est pour le monde. L'environnement, c'est pour le voisin, hein, le riverain. Donc évidemment, ça, c'est des notions qui sont essentielles, et même dans des tissus industriels qui se sont maintenus, comme le bassin dunkerquois, il y a une très forte attente de la population là-dessus, j'allais dire une exigence qui continue d'augmenter. Mais il y a un enjeu de l'écosystème là. Et quand on parle de décarbonation, on parle peut-être de hub CO2, on parle d'infrastructure, j'en parlais avec le collègue de GRT Gaz au café, infrastructure gaz naturel, infrastructure hydrogène, infrastructure peut-être même de tuyaux de CO2 pour permettre aux différentes usines de ramener le CO2 résiduel dans les ports et les points de départ, quelque part, si on veut les stocker demain. Donc pour tout ça, il y a un besoin public et d'interaction très fort entre des acteurs privés et publics de tout niveau, évidemment, la CUL, mais ça peut aller jusqu'à l'Europe. Ça veut dire qu'il faut penser en écosystème, co-construire, co-imaginer, co-innover? Voilà, parce que longtemps, on s'est concentré dans les usines, effectivement, sur les gains de productivité, sur comment encore améliorer un peu, gagner 3% sur notre coût marginal ou sur notre cadence. Là, on sent bien qu'il y a des gros coûts ou des grosses économies à aller chercher par la mutualisation aussi. Et ça ne se fait pas dans le cadre d'une seule entreprise. Vous parliez tout à l'heure de la production d'hydrogène, ça veut dire pourquoi pas imaginer demain aux abords de filières telles que la vôtre des producteurs d'hydrogène que vous auriez aidé à développer des process industriels qui complètent les vôtres? Tout à fait, avec un enjeu sur l'intérêt commun. C'est-à-dire qu'évidemment, une industrie, elle est toujours préoccupée aussi de ne pas être prise en otage quelque part d'un autre acteur. Qu'est-ce qui est pire qu'un monopole? Deux monopoles. Donc, effectivement, c'est aussi un enjeu d'avoir des acteurs comme GRT Gaz et d'autres qui peuvent garantir, quelque part, qu'on est sur un bon plan, un bon ratio technico-économique qui permet aux industries de se développer. Si je développe sur l'énergie maintenant, l'énergie, c'est clair que la transition climatique induit forcément une transition énergétique énorme, parce qu'on va abandonner, peut-être pour la première fois de notre histoire, une source d'énergie, le charbon, probablement très vite derrière le pétrole et peut-être le gaz, en tout cas le gaz fossile, naturel. Et ça c'est la première fois dans notre histoire. On a toujours eu l'impression d'inventer des nouvelles énergies avec le pétrole, puis le nucléaire, puis l'éolien et le solaire, mais en réalité, toutes ces énergies nouvelles se sont additionnées. On consomme autant de charbon aujourd'hui qu'en 1800. Donc on n'a jamais baissé jusqu'à aujourd'hui nos sources d'énergie fossile. Or là, il va falloir le faire, parce que si on ne le fait pas, le réchauffement climatique va être insupportable. Et donc ça veut dire, évidemment, même s'il y a de la sobriété au passage, un développement énorme des sources d'énergie décarbonées. Et je dis décarboné parce que c'est évidemment le renouvelable, comme le solaire ou l'éolien, mais aussi probablement le nucléaire. Il ne faut pas les opposer. En tout cas, ça fait longtemps que nous, on les oppose plus. On est convaincu qu'il faudra tout le monde. Et que même comme ça, on aura du mal à répondre sans coupure de courant, etc. Donc effectivement, ça c'est un enjeu qui là n'est plus à l'échelle du bassin dunkerquois ou de n'importe quelle ville, mais bien à l'échelle au moins nationale, voire européenne. Et puis, vous aviez, dans votre intro, parlé des États-Unis avec leur pacte ou la nouvelle donne qu'ils viennent de faire pour transformer leur économie industrielle, notamment. C'est clair que c'est un enjeu aussi pour nous. Parfois, quand on écoute aussi certains de nos contemporains, on pourrait penser que finalement, la démondialisation, c'est la solution pour décarboner. Mais moi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'on ne décarbonera pas si le monde s'est démondialisé. Parce que le CO2, il va aux petits oiseaux et tout le monde le partage. Si on vit de manière un peu féodale, où on ne sait pas, on ne maîtrise rien sur ce qui se passe dans le continent d'à côté, ce sera un intérêt commun de le faire, mais comme on n'aura pas une règle commune, on aura du mal à le faire, parce que ça reste un coût, la décarbonation. Donc pour que la décarbonation se déploie, il faut qu'il y ait un consensus qui s'étend. Alors l'Europe a bien joué son rôle de leader et elle est rejointe quelque part. Et je pense qu'on peut se réjouir que les États-Unis, que la Chine même commence à bouger sérieusement sur ces sujets-là, parce que de toute façon, pour que ça se fasse, il faut que tout le monde s'y mette. Sinon, il y aura une inégalité de concurrence, entre guillemets, entre celui qui continue d'émettre et qui vit comme ça à moindre coût, et celui qui
supportent des surcoûts à ça. Mais effectivement, la clé, elle est dans la disponibilité énergétique. Et on voit bien aujourd'hui, par exemple, avec le gaz naturel, que c'est une menace, effectivement, sur l'industrialisation en Europe. Là pour le coup, c'est pas français, c'est européen. Mais en Amérique, le coût du gaz naturel est beaucoup moindre. Et une entreprise mondialisée, elle se dit, est-ce que je dois vraiment continuer de réindustrialiser ou d'investir comme elle le faisait ces dernières années en France, ces toutes dernières années, ou est-ce que finalement c'est plus pertinent de partir ailleurs parce que les conditions de marché et le prix d'énergie ou d'aide de l'État sont plus favorables. Et ça, c'est un vrai sujet à la fois pour les entreprises, mais évidemment comme citoyens pour nous aussi. Dans ce contexte de la réindustrialisation à l'ère de la transition énergétique, une question fondamentale pour nous aujourd'hui, quel peut être le rôle de l'enseignement, de la recherche, des formés qui vont demain prendre des responsabilités nouvelles et nombreuses dans la future société. Ça nous permet de basculer gentiment sur la dernière partie, parce que nous sommes un petit peu en retard. On va accélérer les propos. Quelle clé pour une réindustrialisation réussie, justement? Est-ce que la formation et la recherche peuvent être au cœur de cette réindustrialisation réussie, et comment? Alors, oui, je pense que vous avez donné la réponse. Oui, j'espère que c'est au cœur quand même des capacités de réindustrialisation. On n'est pas sur de l'industrie qui se fait simplement. On a besoin de beaucoup de compétences, et ces compétences nouvelles, tout le monde ne les a pas. Donc la compétition se fait aussi sur la qualité des ressources humaines. On n'aura jamais des coûts salariaux qui sont les mêmes que ceux des pays d'Asie du Sud-Est, tels qu'ils sont aujourd'hui en tout cas. Donc si on fait des différences, c'est effectivement parce qu'on a d'autres compétences, et à ce domaine-là, dans ce domaine-là, on est relativement performant, de la même manière que les pays de l'Union européenne offrent une certaine stabilité politique et des conditions de production qui normalement sont relativement stables, et qui, comme la qualité des ressources humaines, participent éventuellement à cette aventure de réindustrialisation. Je voulais revenir rapidement sur ce qui était dit avant, parce que effectivement, cette industrialisation, elle nécessite en plus des savoir-faire nouveaux. Aujourd'hui, on industrialise à l'échelle d'un bassin. Je suis assez d'accord à ce qui a été dit, où on a de l'infrastructure, des ressources humaines et tout un tas d'autres actifs indispensables, mais on industrialise en commun. Pour pouvoir réindustrialiser ou industrialiser, il va falloir trouver des garanties entre les acteurs. Les entreprises ne font pas toutes la même taille. On a besoin d'investir, et il faut que les systèmes contractuels permettent aux petits de suivre la demande des gros. Ça, c'est une des dimensions. Mais sur certains investissements, ça va se faire en co-investissement. Et ce qu'on voit qui fonctionne déjà bien, et les modèles qu'on a en tête quand on pense la réindustrialisation en France, sont des modèles dans lesquels les actifs énergétiques sont déjà mutualités, dans lesquels les sous-produits des uns sont déjà des produits et des intrants pour les autres. Et ces systèmes-là sont les systèmes qu'on regarde effectivement et qui se passent à l'échelle d'un bassin. Il y a pas mal de choses intéressantes dans le Rhône-Alpes pour le moment, mais aussi ailleurs. Alors justement, est-ce que ça fait partie, vous parlez du Rhône-Alpes, est-ce que vous faites écho à cet écosystème qui correspond à la vallée de la chimie? Oui. Oui, je fais appel à... Alors je pense que tout le monde connaît, mais en fait, c'est basé sur un GIE. Historiquement, c'est un site... Alors là, on n'est pas dans de la construction nouvelle. On est sur un ancien site de production d'aspirine de Rhône-Poulenc. C'est le cœur de Rhône-Poulenc qui a été racheté, qui est tombé en décrépitude, qui a été soutenu par les gouvernements au début des années 80. Et puis, petit à petit, un certain nombre d'acteurs industriels autour d'un GIE, groupement d'intérêt économique, se sont réinstallés en mutualisant leurs actifs énergétiques, les ressources en eau, les ressources en formation. Et ça prend, ça marche. Donc on a effectivement Rhodia qui est présent, et puis tout un tas d'autres acteurs qui utilisent des sous-produits de Rhodia dans leur production. Et à côté de la vallée de la chimie, qui aujourd'hui a tout un tas de sous-produits intéressants, des opérateurs de services viennent s'installer. Donc on est vraiment sur des écosystèmes qui se... le premier est un écosystème qui se densifie, et il communique et interagit de plus en plus avec un autre. Donc c'est effectivement le modèle qu'on aimerait plébisciter pour l'industrialisation. Et pour ça, pour revenir à votre sujet, il faut des ressources humaines extrêmement bien formées, qui ont une appréhension systémique des enjeux, qui vont être capables de regarder les choses de manière économique, mais aussi sur le plan technique, qui vont avoir une capacité de compréhension des attentes des parties prenantes. On est quand même sur des bassins de production, mais aussi des bassins d'habitation.
Donc, il faut des gens qui sont formés, comme dans le master transition énergétique et territoire. Alors, cet exemple de la vallée de la chimie, c'est aussi un lieu qui s'appuie sur un savoir-faire historique qui s'est développé, qui a su innover, qui a su attirer, avec effectivement des moyens de déplacement et de communication qui se sont également développés autour de cette vallée. Et, vous le dites, une interactivité, une action menée conjointement entre des acteurs publics et privés. Est-ce que c'est un modèle qu'il va falloir dupliquer à l'échelle des territoires, des quartiers, des villes? Gilles, Eric, je vous laisse, je vous vois. Ouais, je veux bien rebondir sur ce qui a été dit, parce que je trouve que l'exemple de l'autoconsommation collective est très intéressant et assez significatif des enjeux actuels. Pour moi, il y a une expression qui résume peut-être un petit peu les enjeux. Il y a d'abord, il s'agit vraiment de construire une action collective à l'échelle locale. Donc la question de la gouvernance est incontournable. Si on considère que la gouvernance, c'est des arrangements institutionnels qui mobilisent à la fois du public et du privé. À l'échelle locale, la vallée de la chimie est très intéressante parce qu'il y a récemment un projet de mutation de la vallée de la chimie qui a été mis en œuvre sous l'égide d'une mission territoriale de la métropole qui associe tous les grands industriels de Suez à Solvay pour mettre au goût du jour, j'allais dire, cette zone très particulière. Et l'autre partie prenante très importante là-dedans, c'est l'État, parce qu'il y a des installations classées pour la protection de l'environnement. Et l'État est incontournable quand il s'agit j'allais dire, de créer des interactions avec ce type d'acteurs, parce que les populations sont juste à côté. Donc, c'est des formes de gouvernance qui sont en train de s'inventer. Et moi, je pense que un des enjeux, en tout cas pour la recherche, c'est d'en prendre connaissance, c'est de les analyser, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pour envisager des déploiements ultérieurs. Je pense que la façon dont vous positionnez le problème est vraiment significatif, c'est-à-dire qu'on a plein d'initiatives locales qui marchent plus ou moins. Et puis se pose la question de comment est-ce que tout ça fait système à une échelle plus globale, parce que ce dont il s'agit les enjeux, c'est pas juste de réussir des expérimentations locales, c'est de décarboner à grande échelle et en plus rapidement. Donc il y a gouvernance et ensuite il y a la question du multiniveau, c'est-à-dire qu'il y a des organisations à mettre en œuvre pour en fait organiser un apprentissage collectif autour de ces questions-là. La réplication, elle ne se fait pas spontanément, elle a besoin d'organisation pour l'opérer. Éric Parent. J'avais envie de rebondir sur ces deux interventions par rapport à la fois l'enseignement et puis la gestion locale et la nécessité d'interaction. Pour moi, dans la question de la transition énergétique, il y a un sujet qui est l'immatériel, en fait. Parce que dans les formations, on est tous très calés pour faire des dossiers techniques, des dossiers financiers, des dossiers économiques, ça on sait tous faire. Et il y a plein d'enseignements là-dessus. Et en fait, je trouve qu'il y a un sujet qui est peu abordé, peu même conscientisé, c'est l'immatériel, on pourrait dire les interactions sociales, les technologies sociales de la coopération. Qu'est-ce qui fait que dans un groupe, les gens ont envie de coopérer les uns avec les autres? Qu'est-ce qui fait que dans un groupe, on peut mieux décider ensemble de sujets complexes? Qu'est-ce qui fait qu'on peut comment on s'organise pour mieux entendre les différents points de vue, entendre les voix qu'on n'entend pas d'habitude parce qu'on ne leur donne pas la parole ou parce qu'elles ne sont pas reconnues, alors qu'elles sont importantes et alors que si on ne les prend pas en compte, elles vont bloquer le reste du dispositif. Comment on fait ça? Eh ben, il y a des technologies sociales. Ce que j'appelle une technologie sociale, c'est un format d'interaction. Alors c'est un peu abscon, mais il y a vraiment des process qui existent de décisions collectives différentes du vote ou différentes du manager qui écoute et ensuite qui décide. Il y a des technologies très fines qui permettent de décider ensemble différemment et qui créent en même temps de la confiance. Et moi je pense que dans ces enjeux locaux
qui sont les enjeux, parce qu'effectivement, quand on va faire la transition énergétique à l'échelle locale, gérer l'eau, gérer les déchets, gérer l'énergie, à l'échelle locale avec des gens qui ne sont pas loin les uns des autres, ils sont dans le même territoire de vie, ils sont en interaction, et ils sont en interaction maintenant, et ils vont devoir être en interaction pendant longtemps les uns avec les autres au même moment. Eh ben, je pense qu'il y a vraiment un boulevard pour travailler et pour former des étudiants et des professionnels à d'autres façons d'interagir ensemble, d'autres façons de coopérer, d'autres façons de décider ensemble. Et je pense que c'est une clé aussi de cette transition énergétique. Un deuxième, qui est pour moi ce que j'appelle la gestion de la complexité. Le monde industriel, j'allais dire, d'hier et même d'aujourd'hui, c'est un monde très vertical, c'est des pyramides. Hein. On connaît bien l'organisation avec voilà, des différents niveaux hiérarchiques. On regarde un organigramme, tout ça est pyramidal. Je pense que on a dans le monde de la transition énergétique des interactions qui sont plus circulaires. Donc voilà, il y a d'autres façons de s'organiser. Et surtout, ce que j'appelle la complexité, c'est dans le monde pyramidal, dans le monde du déploiement, j'allais dire militaire ou industriel, au fond, les choses sont un peu, on pourrait dire, connues. Aujourd'hui, dans la transition énergétique, on voit arriver des sujets complètement nouveaux qu'on ne peut pas traiter de la même façon. Je prends un exemple, on a une municipalité qui nous dit « je voudrais faire une centrale de mobilité ». Une centrale de mobilité, c'est comment je fais un nouveau quartier où les gens ne soient pas obligés de prendre leur voiture. Ben, en fait, il faut tout changer en même temps. Il faut à la fois avoir une offre de service qui soit alternative à la voiture, il faut une offre de fourniture d'électricité ou d'énergie qui soit différente, qui soit non carbonée pour les déplacements qui restent. Tout ça doit être intégré dans des bâtiments parce qu'on va parler de parking, on va parler de solaire, on va parler de logistique urbaine qui va s'intégrer là-dedans. Donc en fait, on est en train de faire on doit faire travailler ensemble une quantité d'acteurs très importante, de nature très diverse, et il n'y a pas une voie tracée pour le faire. En fait, on est dans l'émergence. Et donc, pour travailler sur des sujets complexes comme ça, il faut des façons de procéder qui facilitent l'émergence. Et en fait, je pense que c'est pareil, c'est un sujet de formation universitaire et professionnelle qui, à mon avis, est aussi une clé pour la transition. On voit que la thématique du jour est éminemment complexe. Anthony Briand le disait en introduction, et éminemment riche. Juste pour terminer sur cette partie, ne pas frustrer les questions qui pourraient émaner des personnes qui nous regardent sur Internet ou des personnes présentes. Très rapidement, si vous deviez citer une clé pour la réindustrialisation réussie, on fait un rapide tour de table. Ça peut être aussi sur le champ de la volonté politique, sur le champ des outils, sur le champ des nouveaux marchés à exploiter. Allez, on commence avec vous, Emmanuel. Bon, c'est un exercice de concision. On continue de toute façon après au travers des questions à aborder le sujet, mais Non, au moins je dirais, il faut, puisque il y a un enjeu derrière cette transition climatique, collectif, il faut que la réponse soit collective. Autrement dit, il faut que celui qui décarbone ne soit pas pénalisé par rapport à celui qui ne décarbone pas. Et il faut que la politique, à la fois d'aide publique, mais aussi de cadrage réglementaire, notamment ce qu'on appelle les MACF, les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, permettent à l'industrie en France et en Europe d'être évidemment carbone neutre demain et viable économiquement, parce que c'est la clé pour moi pour favoriser cette réindustrialisation. Donc une clarification et en tout cas des lignes fortes sur le plan législatif et politique, oui, notamment. Et avec tout l'enjeu économique derrière. Oui. Exactement. Gilles. Moi, ce que je constate dans mes enquêtes de terrain, c'est qu'on a affaire depuis une dizaine d'années à ce que moi j'appelle une écologisation réglementaire. C'est-à-dire qu'on a une pression institutionnelle de plus en plus forte sur et qui formalise des objectifs. Et je pense que là où vraiment le bas blesse, là où on a besoin d'un effort de recherche, d'enseignement, de formation, c'est vraiment la question de l'opérationnalisation. Aujourd'hui, on a à inventer des organisations publiques, privées, multiniveaux pour mettre en œuvre, opérationnaliser, parce que la pression institutionnelle, elle est très très importante, mais elle ne va pas suffire. Donc un changement de paradigme à organiser quelque part. Réfléchir collectivement et agir collectivement autrement, faire.
Très rapidement aussi, il va falloir travailler sur la création de dispositifs de coordination des acteurs. Comme on l'a dit, la complexité, c'est de se coordonner. On n'a pas rappelé qu'effectivement, quand on utilisait les sous-produits des uns ou des autres, on en venait dépendant, ce qui rajoute une tâche, enfin une forme de complexité dans la manière de travailler ensemble, et que tout ça doit être résolu. Et donc, effectivement, il va falloir que des dispositifs à la fois publics et privés permettent aux dialogues, enfin aux acteurs de se mettre, d'échanger de l'information, et puis de trouver des systèmes de coordination réelle et concrète sur le terrain. Éric Parent, un dernier mot sur cet aspect Ouais, alors, un mot, ça va être dur, j'en ai trois. Le premier, c'est échelle locale, on en a parlé. Deuxième, c'est gestion de la complexité. Et la troisième, c'est la réplication, répliquer ailleurs ce qu'on a fait à l'échelle locale. Voilà, il y a aussi un art, un travail là-dessus. En prenant le temps de l'analyse et de la réflexion avec la recherche et les nouveaux acteurs dont on parlait. Il y a beaucoup de connexions, de liens entre les différents intervenants aujourd'hui sur ce sujet. On va prendre les questions qui me sont transmises via cette tablette. Allez, une question qui est posée aux acteurs aujourd'hui, une question qui émane du public qui est sur... Je regarde la caméra, tout le monde s'en émeut, mais oui, il y a des gens derrière cette caméra qui sont gentiment installés chez eux, devant leur écran. Une question, quels indicateurs pour sortir du paradigme productif au-delà de la décarbonation ? Alors sur ce genre de questions, on essaie de répondre assez vite, si on est inspiré. Et puis on s'empare du micro, le premier qui répond a gagné. Allez-y, Gilles. Non, du coup, cette question me permet de valoriser un peu un ensemble de travaux que moi je trouve très très intéressants, qui ont renouvelé un peu l'approche des dynamiques territoriales depuis une dizaine d'années. C'est tous les travaux autour du métabolisme urbain. Voilà, l'analyse des flux de matière. Ça change vraiment la manière de voir les territoires, leur dynamique, leur fonctionnement, au-delà des classiques, de la classique théorie de la base et des classiques données socio-économiques. Deuxième question, est-ce qu'il y a des réflexions sur des alliances à mettre en place pour mieux organiser l'alignement vers les objectifs low carbone? On a un peu répondu, semble-t-il. Non? Vous êtes là? Est-ce qu'il y a des réflexions sur des alliances à mettre en place pour mieux organiser l'alignement vers les objectifs low carbone? En gros, quel dispositif? Allez-y pour co-construire et... Enfin, moi je pense que pour réfléchir, je pense qu'il y a le bas blesse sur ces questions-là, et j'invite peut-être à réfléchir à un modèle qui a été développé par deux politistes anglo-saxons, Charles Sable et Jonathan Zeitling, sur ce qu'ils appellent l'experimentalist governance, qui est une manière d'envisager un fonctionnement multiniveau qui garantisse à la fois l'initiative locale et l'apprentissage collectif pour réajuster pas à pas les trajectoires de transition. La question des alliances locales est vraiment importante entre des acteurs de terrain, de territoire. Les collectivités nous disent mais comment j'embarque les habitants, comment j'embarque les industriels. Elles ont besoin, les collectivités, de ces alliances multi-acteurs à l'échelle locale. Et on voit aussi, je pense, dans les écosystèmes industriels, je pense notamment à Dunkerque, que cette question du hub énergie et de cette écologie industrielle, on a besoin aussi d'alliances entre acteurs industriels, me semble-t-il, très fortement. Oui, d'ailleurs, il y a un collectif qui s'est créé. Effectivement, il pourrait être plus institutionnalisé, mais ça fait plus de 2 ans maintenant que les industriels et les institutionnels de la région travaillent ensemble régulièrement sur ces questions, partagent leur retour d'expérience, envisagent des coalitions, on va dire, sur certains projets communs. Je pense que la notion de pacte, j'allais dire pacte social, mais elle est très importante. La génération qui commence à travailler, elle est pour la plupart très attentive, surtout quand ils se projettent dans l'industrie, à ce qu'ils vont faire et leur contribution à cette empreinte. On peut évidemment partir dans l'industrie verte, celle qui est déjà verte, ou on peut aussi partir, et you're welcome, dans l'industrie qui doit se verdir, parce que c'est un autre chantier. Et il sera nécessaire si on veut décarboner, parce qu'on peut continuer de ne pas carboner ce qu'il n'est pas, mais il faut aussi décarboner ce qu'il est aujourd'hui. Et là, il y a une aventure passionnante, mais je pense qu'il faut qu'on crée aussi
le consensus, y compris de la société, pour dire oui, on veut cette industrie demain, on va l'aider à naître ou à se développer. Ça permet aussi aux talents de venir, ça permet à tout le monde de s'aligner quelque part. Alors, gardez le micro, car il y a une question pour vous, Emmanuel Deneville et Arcelor. Comment vous minimisez l'impact de l'énergie grise dans le recyclage? Alors, le recyclage en soi est déjà économe en énergie, hein, parce que, comme je disais, par exemple, l'acier, le minerai de fer, il faut faire deux choses. Il faut le faire fondre, ça, l'acier recyclé aussi, ça, on n'y coupe pas, mais on peut le faire avec une énergie décarbonée, typiquement l'électricité, d'où les projets de four à arc électrique. Et le minerai de fer, en plus, on doit le désoxyder ou le réduire, pour prendre le terme chimique. Donc là, on n'a pas besoin de faire ça quand c'est de l'acier usagé. Donc déjà, c'est quand même vertueux du point de vue besoin énergétique. Et après, effectivement, l'hydrogène, par exemple, il ne s'agit pas de faire un hydrogène gris. Si nous, on consomme un hydrogène gris, on émettra autant de CO2 que si on met du gaz naturel. Donc il faut effectivement des solutions de type électrolyseur qu'on développe avec des partenaires pour s'appuyer sur des énergies décarbonées. Mais là, ça rejoint l'enjeu de la transition énergétique qu'on disait tout à l'heure. On aura des besoins notamment d'énergie électrique énormes demain. Autre question, comment vous travaillez avec vos clients pour faciliter l'utilisation de l'acier recyclé vis-à-vis de leur cahier des charges? Alors c'est une bonne question, parce qu'aujourd'hui le client est roi quand même, hein. On lui fournit l'acier qu'il demande. Maintenant, ce qu'on développe, c'est par exemple des filières de tri et de retour. C'est-à-dire que même un client, par exemple automobile, a des chutes d'acier qui sont de très bonne qualité, pas mélangées avec d'autres résiduels, etc. Et donc ça, on veut créer les filières de retour direct, comme on l'a pour nos propres usines. Donc c'est des choses qui se développent. Et effectivement, là aussi, il y a des écosystèmes à développer. Alors les ferrailleurs ont très bien compris qu'ils ont de beaux jours devant eux, hein. Mais pour créer, par exemple, un chantier de démantèlement de bateaux, aujourd'hui ça se fait en Inde, pourquoi pas à Marseille ou à Dunkerque, c'est des choses qui créent un gisement régulier et qui de toute façon doit être fait. Ça fait partie des nouveaux marchés, peut-être des nouvelles pistes à explorer en fonction des stratégies industrielles que l'on va déployer en France. Une question pour Efficacity. L'approche de rénovation massive de pavillons est pertinente. Avez-vous des idées pour passer de l'artisanat à l'industrie? La pression est forte sur cette question. Vaste question à 2 minutes de la fin. Non, alors nous sommes à la minute près à la fin de cette matinale, mais nous continuons avec ces questions à débattre. Il y a vraiment un ensemble de choses qui va de la formation des artisans, qui va de la digitalisation. On pense qu'il y a un vrai sujet en digitalisation pour faciliter l'échange de données, faciliter la création de devis, faciliter l'interaction entre les différents professionnels qui vont intervenir sur un chantier. Des sujets aussi de chaînes contractuelles, de chaînage contractuel entre différents intervenants, un bureau d'études qui va pouvoir faire des préconisations qui seraient validées par l'entreprise qui va faire le chantier pour que l'entreprise qui va faire le chantier valide le travail du précédent pour arriver à une garantie de résultat. On a aussi des choses autour justement des garanties de performance on pense qu'il y a des systèmes institutionnels qui doivent se mettre en place autour de garanties de performance, probablement prises en charge par des assureurs pour partie et par l'État en dernier recours. Enfin voilà, c'est un ensemble de briques qui doivent se mettre en place en même temps. Je ne parle pas aussi des modalités de financement. La difficulté, c'est le en même temps. Voilà. Ne dites pas ça. Je ne sais pas à qui vous faites écho, mais alors, Gilles, vous vouliez réagir? Au même moment, en l'occurrence. Ouais, juste une petite remarque par rapport à ça. Je reprends ma casquette de chercheur en sciences sociales. Je pense que ça serait intéressant de faire des retours d'expérience parce qu'en fait, la rénovation énergétique, il y a des territoires qui l'ont lancé, ça fait déjà 10 ans. Il y a des expérimentations, il y a un truc qui s'appelle Dorémy. Ce serait intéressant de regarder qu'est-ce que ça donne pour réfléchir à comment
j'allais dire, transformer le secteur du BTP, qui est un secteur stratégique. Donc regardons là où il y a déjà des choses qui ont été expérimentées pour essayer d'apprendre. Avec, pourquoi pas, je fais écho à une précédente matinale de l'École des Ponts, l'industrialisation de certaines activités de rénovation avec des acteurs spécialisés qui viendraient se greffer. Ce ne serait pas qu'une seule entreprise qui interviendrait sur ces dossiers-là, mais on peut y mêler de la robotisation, aussi de l'innovation à ces futurs chantiers. Je vais zapper la dernière question Internet pour me tourner vers la salle et voir si certains des acteurs présents veulent interpeller ou soumettre des interrogations à nos intervenants. Alors oui, je prends un micro, je vole le micro, hop, et je me déplace. Merci. Je prends ma casquette de directrice de l'enseignement. On formait des étudiants autour de ces méthodes de compréhension, de diagnostic de systèmes complexes. Je vois à peu près. Et après, ils se déplacent, ils vont où? Ces métiers, ils se retrouvent où? Dans les instances politiques, dans les entreprises. Est-ce que déjà, par exemple, vous, Monsieur Deneville, au sein d'ArcelorMittal, vous avez des gens qui réfléchissent et qui sont là pour créer cette coordination entre industriels, proposer des méthodes, faire avancer les choses? Alors, il faut mutualiser les micros, Voilà, au même titre que les savoirs et les savoir-faire. C'est la circularité du micro. Oui, alors évidemment, on a des méthodes et des gens qui accompagnent et structurent nos projets, pas seulement d'ailleurs dans la décarbonation, mais la valeur ajoutée des méthodes dans une industrie de process sont énormes. Donc évidemment qu'on a des gens qui sont dédiés à ça et qui font d'ailleurs des allers-retours dans leur carrière, entre des postes plus de production et des postes plus de méthode. Et puis oui, on voit se développer, en même temps qu'on parlait des écosystèmes, des fonctions, la notion de travail avec d'autres industriels ou avec des institutionnels se développe. Là, c'est plus des postes de direction quelque part, mais aujourd'hui, on a des directeurs de plus en plus qui consacrent toute ou partie de leur temps, effectivement, au travail avec les autres acteurs économiques et politiques des bassins où on est impliqué. Et donc ça, il y a de la place dans les entreprises. Il faut qu'il y en ait aussi dans les administrations. D'ailleurs, parfois, c'est les mêmes, qui à un moment ont une expérience industrielle et basculent dans l'administration, parce que ça permet aussi de comprendre comment ça fonctionne. Mais oui, c'est important d'avoir une langue commune et des compétences partagées des deux côtés. Deux autres réponses, Gilles Krag et Thierry Haumel, rapidement. Oui, donc on a vu le côté privé. Moi, je vais parler un petit peu du côté public. Il y a Lucas Chevrier qui représente Intercommunalité de France. Je pense qu'il y a aussi un enjeu du côté des collectivités territoriales à apprendre à connaître l'industrie, en fait, parce qu'on a un peu oublié. Voilà, on a beaucoup réfléchi à des moteurs de développement local qui étaient un peu en dehors, on va dire, de la sphère productive. C'est le tourisme. Voilà, enfin, je rentre pas forcément dans le détail. Et là, on a besoin d'avoir des gens qui, dans les collectivités, connaissent les industriels et sont capables d'interagir avec des industriels pour mener des projets qui vont... Enfin, voilà, tous les exemples qu'on a montrés, c'est des projets qui sont publics-privés. Donc, à un certain moment, il va falloir aussi que la sphère publique, elle se remette à s'intéresser à l'industrie. Donc, il y a un enjeu d'intelligence locale de l'industrie. Un complément par Thierry Haumel. Encore une fois, je suis d'accord. La grande difficulté qu'on a, alors trouver des métiers et des positions dans l'industrie, aujourd'hui ça se fait au niveau collectivité territoriale, c'est plus compliqué parce que les budgets ne sont pas nécessairement là, donc les grandes agglomérations, les grandes collectivités vont avoir des postes. La demande est là. Chez nos élèves, il y a beaucoup d'appétence pour travailler dans les collectivités locales et territoriales, mais il n'y a pas encore assez de postes créés et il faut donc que la puissance publique accompagne. C'est une question qui fait réagir. Éric Parent. Ouais, moi je pense que ce n'est pas forcément des métiers en tant que tels dont 100% du boulot va être là-dessus. C'est des compétences qu'on va pouvoir activer ou non au moment voulu. Je pense à des processus de décision, par exemple, j'en ai en tête que j'aime beaucoup, le processus de décision par consentement. Donc voilà, c'est un format de décision. Dans n'importe quelle activité, à un moment donné, on est obligé de décider, on peut faire appel à celui-là, et il a un tas de propriétés passionnantes
Et si on ne le connaît pas, on ne pourra pas le faire. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une culture générale pour moi, plus qu'un boulot en particulier, même s'il y a des facilitateurs dont c'est le boulot à temps plein. Autre question qui émane de la salle. Alors, le micro est au fond, déjà. Oui, bonjour, Philippe Herbulot, bureau d'études d'efficience en performance énergétique et environnementale. J'avais une question, vous êtes resté assez timide en fait globalement sur l'évolution vers des nouvelles économies, à savoir vous avez qualifié en fait vos usines de production d'objets. Est-ce qu'à terme vous croyez aller vers une économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que vous associez un service aux objets que vous fabriquez et donc quelque part avec toutes les connectivités que vous pouvez avoir derrière. Et bon, j'ai entendu un petit peu d'aspect d'économie de la coopération. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ces sujets-là? Merci. Alors, je vais quand même défendre les intervenants, c'est-à-dire qu'on s'est fixé un programme, mais ce sont des sujets que nous avons abordés en préparant la matinale avec eux et que l'on a effectivement effleuré parce qu'on s'est donné tout un paysage de questions à nourrir pour couvrir ce thème aujourd'hui. Emmanuel. Oui, et je pense qu'en plus, cette question, elle mériterait presque une autre table ronde. Oui, non, mais tout à fait. Avec des acteurs industriels divers, parce qu'effectivement, plus on se rapproche du client final, plus je pense que ces enjeux-là sont fondamentaux. Déjà, au niveau de la production d'acier, on livre rarement un acier chez un usager ou chez un client final. C'est souvent, effectivement, dans d'autres industries. Et déjà là, on voit se développer la notion de service, la notion effectivement d'accompagnement dans le développement des solutions, le choix. On parlait tout à l'heure, est-ce qu'on peut induire des choix plus favorables à la circularité chez nos clients? Alors j'ai répondu que le client était roi. C'est vrai, ça n'empêche pas d'inclure dans notre panel de solutions et dans les avantages et inconvénients des solutions proposées cette dimension-là. Donc évidemment qu'on est aussi développe cette force de proposition-là, d'où l'importance pour l'Europe, par exemple, que l'industrie reste proche de ses clients, parce que tout cet univers un peu du service et de l'accompagnement du client est d'autant plus vrai quand on a une proximité physique à la fin avec eux. Et une réactivité du coup, mais clairement la notion de supply chain qui est dans nos livres, et je me souviens encore de cours au Pont il y a 20 ans déjà sur ces sujets-là, où c'était le buzz, on va dire. Ça reste évidemment d'actualité aujourd'hui. Maintenant, oui, je pense que si on avait autour de la table des industries plus en lien direct avec le client final, ça aurait transpiré bien plus encore. Mais c'est une question qu'on s'était posée, Gilles, par rapport à la nomenclature et à ce qui est défini au niveau de la NAF et de l'INSEE. L'industrie relève aujourd'hui des activités économiques qui combinent des facteurs de production. On sait que l'industrie, telle qu'on la pense et telle qu'on l'imagine, elle va au-delà de ça, si c'est votre question, et elle englobe effectivement des savoir-faire, des spécificités, des nouveaux marchés, des nouveaux process qui ne sont pas forcément liés à la production elle-même, mais... Oui, alors peut-être je vais prendre un peu le contre-pied de ça. C'est vrai que moi, depuis que je m'intéresse à ces questions à la fois d'entreprise, d'activité productive, en fait, on parle de servitisation des entreprises industrielles. Donc en fait, je trouve que c'est une vieille question, et en fait, il y a un risque à considérer qu'on ne vend plus que du service et plus des objets. C'est que on perd justement l'importance des activités qui continuent à exister, qui sont stratégiques, qui visent à non seulement concevoir des objets, les mettre en circulation, les vendre, mais surtout les maintenir. Donc moi j'aurais tendance à dire que l'économie de la fonctionnalité, il y a une sphère immatérielle, enfin, des nouvelles activités de travail qui sont rattachées, mais fondamentalement, ça se connecte à un substrat infrastructurel ou productif ou matériel. Sur la question de la nomenclature, alors effectivement, alors ça c'est pareil, c'est un peu des vieux travaux de l'INSEE qui montrent que en fait, l'explication de la désindustrialisation de la France, d'ailleurs, il ne faudrait pas forcément parler de désindustrialisation, elle est pour partie liée au fait à des évolutions dans l'organisation même des entreprises, où il y a eu des filialisations de certaines fonctions qui font que, auparavant,
un centre de R&D était compté dans l'industrie parce qu'il était intégré à l'entreprise. Aujourd'hui, s'il est filialisé, il relève d'un autre secteur. Et donc, la baisse, il y a des calculs de l'INSEE qui valent ce qu'ils valent, mais la baisse pour partie de l'emploi industriel en France est liée pour un tiers en fait, à ces mouvements de restructuration. Donc en fait, quand on pense à l'industrie aujourd'hui, il faut penser au secteur de la NAF, plus il y a ce qu'on appelle parfois les services aux entreprises ou la sphère compétitive qui va au-delà de la sphère productive qui est centrée sur l'industrie manufacturière. Et puis à ça, on ajoute le fait qu'on ne parlait plus du tout d'industrie extractive, mais avec l'urban mining, avec le recyclage, on parle de matières premières secondaires, et donc il y a à nouveau la question de l'extraction des mines urbaines redevient une question industrielle. Voilà. Oui, on n'en a pas parlé justement de cet aspect-là. Il y avait une autre question juste ici, et ce sera la dernière malheureusement. Jérôme Le Sueur, le directeur de la recherche de l'École des Ponts. C'est une question forcément intéressée à propos de l'innovation. Vous avez dit, monsieur Deneville, qu'on ne va pas refaire l'industrie à la papa ou à la papy, je ne sais plus. En tout cas, ça veut dire qu'il faut certainement avoir des technologies nouvelles, voire de rupture. Or, si je pense à la désindustrialisation, avec les bémols que Gilles Cragin a donné sur ce mot, c'est aussi la baisse de la puissance de recherche et développement d'un certain nombre de grands groupes. Enfin, on l'a pu le voir sur les médicaments ou les vaccins, par exemple. Et donc, je me demandais si réindustrialiser, c'est aussi remonter en gamme en termes de recherche et développement, recontractualiser plus, peut-être avec des établissements qui font de la recherche, comme celle des ponts. On voit, nous, que concrètement, c'est assez difficile aujourd'hui de travailler avec les entreprises, de faire de nouveaux programmes ambitieux. Or, j'ai l'impression que la transition énergétique et écologique, plus généralement, ne fera pas l'impasse sur un certain nombre d'innovations. Alors, on peut laisser la Chine le faire. Par exemple, diviser par 10 le prix du photovoltaïque, c'est de la R&D chinoise. Mais voilà, j'aurais voulu avoir rapidement votre sentiment sur ce sujet. C'est presque plus une remarque qu'une question, parce que je souscris au diagnostic. Hein, c'est mais clair que quelle place à l'innovation, finalement, pour... c'est ça, hein. Oui. Est-ce qu'il y a des ambitions dans les industries, dans les grands groupes, de refaire des centres de R&D, y compris en France, plus performants, de recontractualiser peut-être plus qu'aujourd'hui, vu les enjeux, avec les grands centres de recherche, j'allais dire académiques ou autres? Oui, donc bon, moi je peux pas répondre au nom du groupe entier, hein, mais c'est clair que l'ambition du groupe, en tout cas, c'est de devenir leader de la décarbonation de la sidérurgie. C'est-à-dire qu'on parlait de l'industrie de la transition. ArcelorMittal reste, par exemple, une entreprise très identifiée au secteur de l'acier. Alors, ils se sont intégrés verticalement avec les mines, mais ils ne sont pas partis dans le numérique, si ce n'est pour leurs propres applications, où ils ne vont pas devenir demain des producteurs d'installations pour décarboner les autres sidérurgies, mais par contre, ils veulent montrer le chemin et être prêts à vendre leurs services ou leurs capacités ailleurs. Ça, oui. Et donc ça passe effectivement par de la R&D. Alors, je disais, on a la moitié des chercheurs mondiaux qui est basé en France, chez ArcelorMittal, donc c'est déjà un atout. Et effectivement, aujourd'hui, l'essentiel des forces de R&D sont mobilisées internes déjà, sont mobilisées sur ces nouveaux procédés, évidemment. Maintenant, effectivement, les partenariats avec les ponts, par exemple, et avec d'autres organismes de formation et de recherche, je pense que c'est une question qui reste ouverte. Mais c'est vrai que c'est une question sur laquelle un groupe comme ArcelorMittal ne légifère pas, en tout cas pas à l'échelle mondiale, quoi. C'est laissé un peu à la bonne initiative de différents pays et de leur vision. Ouais. Voilà. Gilles, vous vouliez... Non, c'est bon. Je vais céder la parole à Anthony Briand pour peut-être conclure cette matinale. Merci déjà pour votre attention. C'est à vous. Bon, merci beaucoup. Non, mais de manière très courte, d'abord pour remercier très chaleureusement nos 4 intervenants. Les échanges ont été nourris et très éclairants. Je retiens quelques éléments. Emmanuel Deneville nous parlait d'innovation, un peu de rupture pour réussir ce... Alors, je ne sais pas si c'est un pari, en tout cas, parce qu'il ne faut pas que ce soit un pari, il faut que ce soit une réalité, c'est-à-dire d'ici à 2030, arriver
à avoir des solutions de décarbonation qui soient très, très efficaces. Donc là, il y a un enjeu technique très fort. Je retiens aussi l'enjeu de la coopération, c'est-à-dire qu'on a effectivement des acteurs industriels qui doivent dialoguer avec des collectivités, qui doivent dialoguer avec la société dans sa globalité, qui doivent dialoguer à différents niveaux de gouvernance. Et donc cette complexité de la gouvernance que vous avez les uns et les autres soulignée. Donc, comme je le disais en introduction, l'enjeu est complexe, mais l'enjeu, il est nécessaire de l'adresser de manière maintenant rapide et efficace. Et pour tout ça, vous l'avez tous souligné, on a besoin de gens bien formés, capables d'évoluer dans un monde un peu complexe, parfois incertain, capables de s'offrir aux autres, de comprendre le point de vue de l'autre pour pouvoir créer ces passerelles entre des cultures professionnelles différentes. Et je crois que c'est tout l'enjeu de la formation qu'on essaie de fournir à nos élèves au Pont, qu'ils soient dans le cycle d'ingénieur ou qu'ils soient dans les cycles de masterien, de master diplôme d'État ou de master spécialisé. Donc moi, je suis encore une fois ravi d'avoir pu participer à cette première table ronde pour moi, 17e du genre, et j'appelle de nos voeux qu'on en fasse plein d'autres et vous remercie encore très chaleureusement de ces échanges très intéressants de ce matin. Bonne journée à tous et à toutes.